Merci beaucoup. On va démarrer cette rencontre qui nous tient énormément pour finir les rencontres à la FEMIS. Et aujourd'hui, avec Thierry De Peretti qui est là, avec qui on va discuter sur sa filmographie. On est accompagné de Jeanne Aptegman, qui est sa scénariste, co-scénariste, et de Martin Boisseau, qui sont ingénieurs du son, qui ont tous les deux travaillé dans le film qu'on a vu hier soir à Son Image. Et on est accompagné de Julia et de Hugo qui vont co-animer avec moi cette rencontre. Et donc, peut-être, Hugo, tu avais une première question pour démarrer le bal. C'est une note de formalisme, peut-être, mais on voulait vous entendre vous présenter les uns les autres. Et on voulait surtout savoir les moments, comment vous êtes rencontrés, comment vous avez été amenés à travailler ensemble, les projets sur lesquels vous avez travaillé ensemble. Tu commences alors ? Si tu veux. Alors, mais bonjour à tous et à toutes. Comment on se connaît ? Alors, Martin, on se connaît depuis vraiment très longtemps parce que moi, mon premier métier, c'est acteur. Et on s'est rencontrés, mais il y a vraiment très longtemps, sur un double téléfilm qui se tournait en Algérie, que réalisaient Ahmed Zaoui et Ahmed Rajdi. J'ai dit Zaoui, oui, d'accord. Et Maurice Felvik. Maurice Felvik qui était, je crois, qui a été un temps, il y a vraiment longtemps, dans la première directeur de la section mise en scène de la FEMIS. Bon, voilà. Et on a des jeunes acteurs, et Martin, tu étais Perchman. Voilà, on s'est rencontrés comme ça. Après, on a fait un autre film ensemble comme acteur, film d'Orso Miré, passé par la FEMIS aussi, en Corse. Et avec Jeanne, on s'est rencontrés au moment de l'écriture d'enquête sur un scandale d'État. On s'est rencontrés de façon super... je sais pas comment. Non, mais moi j'étais à la recherche de scénaristes et on s'est rencontrés. Ah oui, c'est ça. Et pour écrire, au départ, on devait écrire une série qui Oui. s'est jamais faite, et du coup, qui on a est écrit devenu le un film. film, voilà. Et on a écrit du coup 2 films ensemble, et on est en train d'écrire un troisième film ensemble. Et avec Martin, on a fait 2 longs métrages et demi, puisque Martin s'est cassé la jambe, et mon premier court métrage, ouais, voilà. Moi, j'avais une question, Thierry, par rapport à ton... Tu parles beaucoup de ton ancienne vie d'acteur au théâtre et de metteur en scène au théâtre. Tu fais un peu la différence entre une vie précédente et ta carrière comme réalisateur des films. Il est où le point de bascule entre ces 2 temps de ta vie ? Et non, pourquoi ? mais je continue, je considère toujours... alors, c'est plus vrai, mais je dis toujours que c'est mon premier métier, comme si finalement réalisateur n'était pas un métier. Mais parce que j'ai eu une formation d'acteur, entre guillemets, et pas de réalisateur. Au réalisateur, je suis totalement autodidacte. C'est pour ça que je te disais, ça aurait été bien que le cursus de la famille s'y s'ouvre pour des générations, pas forcément que des jeunes gens, mais bon, je l'aurais tenté si ça avait été le cas. Voilà. Et j'aurais été... Oui, je sais bien. J'étais au jury de la résidence et c'est super. Mais c'est aussi des jeunes gens à la résidence. C'est un peu plus. Ouais, bon, voilà. Non, mais c'est bien déjà, c'est bien. Mais en réalité, je fais pas tant la différence que ça parce que je continue à jouer un peu. J'ai joué là dans un film de Emmanuel Marge. Donc je joue, mais disons le vrai point de bascule. Le moment où être acteur, ça n'est plus devenu mon occupation, ça n'a pas occupé toute mon énergie, mon temps, c'est-à-dire ma vie 24 heures sur 24, c'est au moment où j'ai accepté de faire de la mise en scène au théâtre de manière un peu sérieuse, alors que c'était plutôt quelque chose qui me répugnait un peu de faire de la mise en scène. Dans le sens où j'avais l'impression que faire de la mise en scène, ça m'éloignait de mon métier d'acteur, et que ça allait me faire perdre ça et que je ne voulais pas. Et puis bon, j'ai eu la chance qu'on me donne un peu les moyens de travailler, de pouvoir travailler avec des personnes avec qui j'avais envie de travailler, avec un peu d'argent pour que tout le monde vive. Et voilà, et je me suis rendu compte que c'était quand même pas mal de faire de la mise en scène et d'avoir le temps de travailler. Je me suis dit, bon, allez, peut-être
peut-être que je peux envisager ça comme un métier. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais voilà, ça a été au moment d'un spectacle que j'ai monté qui s'appelle Le Retour au désert de Bernard-Marie Coltès. Et tout d'un coup, faire de la mise en scène, monter des spectacles, ça a été vraiment, c'est devenu, ça a pris de plus en plus d'importance. Jusqu'à ce que finalement, aujourd'hui, être acteur, je peux le faire avec des amis ou des camarades que j'aime bien, mais c'est pas si grave. Je suis plus à courir des castings et à tout ça, quoi. Ce qui est quand même une grosse partie du métier d'actrice, d'acteur. Et moi, j'avais une question, parce que du coup, on sait un peu que sur tes films, il y a une certaine horizontalité dans la manière de travailler, qu'il y a beaucoup aussi bien d'écriture un peu continue aussi avec les comédiens, enfin voilà. Et en fait, ma question c'était, en même temps, quand il y a une idée de film qui arrive et que tu es seul avec, à partir de quel moment tu fais rentrer des gens dans ce processus, à partir de quel moment tu embarques avec toi une équipe Ça dépend vraiment des films. Il faudrait regarder film par film. Alors c'est pas une méthode, hein, c'est que c'est comme ça et que ça me fait à la fois ça me fait plaisir et je trouve ça toujours inspirant de partager une envie d'un projet de cinéma avec les personnes avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. Jeanne, comme on écrit, évidemment, c'est plus au commencement. Mais Martin, on parle des projets assez tôt. Julie à Lyon qui s'occupe à la fois du casting des films, mais c'est au-delà de ça. On a des discussions parce que aussi les films que je fais à part le 3e sont liés à un territoire particulier qui est la Corse. Donc les enjeux, on va dire politiques ou extra-politiques, ils sont importants et j'ai besoin de le partager, de le vérifier et de voir comment ça résonne avec les personnes avec qui je travaille. Est-ce que ça résonne pour eux? Est-ce que c'est une façon, c'est pas pour valider un désir, mais ça me permet de me dire c'est peut-être une intuition de récit. Pour moi, elle a besoin d'être confortée, mûrie, voilà, et y compris aussi avec les actrices et si je pouvais, je ferais rentrer tout le monde très tôt dans le processus. On ferait dès les premières notes, on ferait des ateliers, on se réunirait. J'essaye de le faire le plus tôt possible. Mais curieusement, plus les films ont des productions solides et on peut avoir de l'argent, plus c'est compliqué à faire ça. Ce qui est paradoxal, parce qu'on se dit, en fait, si on a de l'argent, on peut faire du développement, de la préparation de manière un peu différente. Mais dès qu'il y a un peu plus d'argent, ça devient, il faut payer, ce qui est normal. Mais voilà. Justement, à quel endroit il faut lutter? Parce que tout ça, c'est des questions de production, le temps de la production, quand est-ce qu'on a choisi qu'on arrêtait d'écrire et parce que ça, il faut passer maintenant à l'étape du tournage. C'est une lutte permanente de toute façon. C'est une lutte permanente pas pour imposer, mais pour dire voilà, moi je travaille, mon truc il est comme ça, je fais comme ça, on fait comme ça et c'est pas qu'on sait pas faire autrement, mais c'est ça qu'on amène et voilà. Mais c'est vrai que ça a des enjeux c'est des enjeux économiques, des enjeux de production. Mais il faut trouver les partenaires qui non seulement acceptent ça, mais ont un goût pour ça. De dire, par exemple, il est fort probable qu'on va écrire, y compris pendant le montage. Ça veut dire qu'on va continuer à tourner après le montage. Il y a des chances pour que le film ne soit pas fini. Il soit fini vraiment à la dernière minute. Ça veut dire qu'on a besoin d'être accompagné. Voilà. Donc il faut que les équipes de production soient pour ces méthodes-là, de dire on fait rentrer dans la boucle les collaborateurs, les collaboratrices le plus tôt possible, les acteurs, les actrices le plus tôt possible. On fait des allers-retours entre le scénario et le travail déjà de casting, d'écriture à partir des acteurs. On fait des tests avec la caméra très tôt, mais c'est des tests qui vont peut-être être injectés dans le film. C'est des méthodes en fait finalement assez classiques, mais peut-être pas classiques au cinéma. Au théâtre, on peut le faire. Dans les écritures de plateau, on fait cet aller-retour permanent. On prend le temps. Dans l'art, plus facilement aussi.
ou alors quand on est dans des économies qui sont presque, comment dire, parallèles. Tout d'un coup, on peut se permettre. Et moi, je conseille, je l'ai fait parce que j'ai pas fait d'école. Mon école, ça a été de faire un film qu'on a autoproduit, et ça nous a permis de tester des choses, pas simplement de tester des choses de mise en scène, d'écriture, mais de se dire, tiens, de quoi on a besoin et de quoi on n'a pas besoin. Ça, on s'en fout. On n'a pas besoin de ça. On nous dit sur les tournages, il faut telle personne, mais on n'a pas besoin de ça. Par contre, on a besoin de temps ici, de temps là. Voilà, donc on trouve et on redéfinit, on remet à jour ces méthodes, entre guillemets, film après film, pour qu'elles soient sur mesure, quoi. On ne fait pas la même chose d'un film à l'autre. Peut-être une question sur les rapports de travail pour qu'on avance un peu plus dans cette direction qui est le thème de cette discussion. Une des spécificités de ton travail sur au moins 3 de tes films, c'est de travailler avec des non-professionnels. Et le fait est qu'on s'est posé la question, et je l'adresse plutôt donc la question à Jeanne ou à Martin, quelle influence directe ça a sur le plateau, sur le tournage, sur l'écriture aussi, et en quoi ça transforme le film derrière? Ben, sur le plateau, bien sûr, d'avoir des non-professionnels, ça veut dire c'est des jeunes, souvent, qui découvrent un peu cet univers-là. Donc, on fait un peu du tutorat, on leur raconte un peu les choses, mais généralement ils sont très très disponibles, très ouverts, et donc ça se passe plutôt très très bien. Il y a, d'un point de vue, ça, sur le rapport qu'on a avec eux, effectivement ils sont un peu en apprentissage, tous ceux qu'on a vus sur Le jour de ma mort, ou bien sur Une vie violente, ou bien sur À son image. Une enquête est un petit peu à part dans la filmographie de Thierry, justement par rapport au casting. On était avec des caïds, là, des poids lourds. Mais sinon, après, sur le plateau, il y a quelque chose de la fraîcheur qui va arriver dans le jeu, dans la façon, donc, qui nous oblige, nous, à être prêts, on va dire, dès la première prise. Il faut dire que voilà, on sait qu'il y a des choses qui risquent de se passer, qui ne vont pas se passer, qui ne vont pas revenir systématiquement à chaque prise. À cause de ça, à cause de cette fraîcheur-là, et de cette candeur et tout. Donc voilà, ça nous oblige un peu à être un petit peu prêts très vite. Donc ça, c'est une contrainte par rapport au fait que ce soit des jeunes acteurs. Mais sinon, après, c'est du plaisir, parce que forcément, c'est pas des vieux briscards, c'est pas des gens qui ont 15 ans ou 20 ans de métier et puis qui savent exactement où se positionner. Il y a des fragilités, il y a des choses qui sont un petit peu bancales, et c'est là que ça opère, c'est là que ça marche. C'est là qu'on voit que les séquences fonctionnent ou pas. C'est sur ces petits moments de fragilité et puis d'incertitude, des moments où ça trébuche sur le texte, ou des choses comme ça. Moi, je suis un peu attentif. C'est un endroit où on est souvent en discussion avec Thierry sur, particulièrement quand on tourne en Corse, ce qui est souvent le cas sur les histoires d'accent avec ces jeunes comédiens-là. Parce que c'est quelque chose qu'il faut respecter à fond et qu'il faut arriver à attraper. Mais en même temps, c'est aussi, il faut que ça... Moi, je suis un peu un maniaque de l'intelligibilité, donc il faut que le spectateur comprenne ce qui se raconte. Et Thierry, de temps en temps, il préfère la musique aux paroles. Donc voilà, donc c'est des moments où on a des discussions sur certains mots. Il y a des mots clés dans des répliques ou dans des phrases comme ça où on dit non, ce mot-là, il faut vraiment qu'on l'entende, il faut qu'on le sorte. Donc s'il y a trop d'accent sur ce mot-là, donc ça, c'est vraiment le fait d'être avec des jeunes comédiens. Après, j'ai vu la différence entre Une vie violente et À son image. Sur Une vie violente, on avait un comédien principal avec qui on a eu pas mal de soucis, justement au niveau de l'élocution et de la prononciation. Et sur À son image, les deux comédiens principaux étaient carrément, je trouve, un niveau au-dessus, parce qu'il y avait l'accent, il y avait ce côté inimitable et formidable et de la musicalité de la langue, même française, mais dite par des Corses.
Et c'était tout le temps extrêmement intelligible. Marc Anto, par exemple, qui fait la voix off, elle est, moi je trouve que c'est un personnage à part entière dans le film, cette voix off qui arrive, et elle est pleine de Corse, mais elle est extrêmement belle puisque c'est la langue de Ferrari. Et donc c'est extrêmement bien écrit. Et voilà, ça c'était. Et Marc Anto, il n'avait pas d'expérience. Hein, c'est un jeune qui est toujours d'ailleurs interne. Il est interne, c'est un médecin. C'est pas, pour l'instant, c'est pas, on peut dire, il est plus médecin que comédien, quoi. Ça va peut-être changer. Voilà. Moi, je suis pas sur le plateau, donc, ou si j'y suis, c'est en visite, mais donc c'est pas le même rapport. Mais pour moi, évidemment, à l'écriture, ça change rien, si ce n'est que ça va avec un processus général d'écriture qui est celui de Thierry et celui sur lequel on travaille, qui est un rapport un peu au réel qu'on essaye de trouver, à quelque chose de très concret. Et que pour moi, il est de toute façon plus facile de me projeter dans des visages et des corps de gens qui existent hors du cinéma de façon très forte que dans des acteurs déjà très vus, revus dans plein de rôles, que j'ai... voilà, pour moi, ça va dans ce sens-là d'un rapport à la réalité qu'on essaye de travailler, quoi, dans un rapport au concret des choses et à cette réalité-là qu'on essaye de choper ou de reconstruire, parce qu'on l'attrape pas vraiment, mais on essaye de la recréer, de donner notre point de vue là-dessus. Donc je trouve que c'est plutôt plus facile, plus cohérent avec ce qu'on fait. Et comment ça se passe, cette approche au réel, à la réalité? Il y a un mouvement d'enquête. Dans le livre de Ferrari, vous êtes parti à partir seulement du texte. Comment ça se passe, ces rapports au réel qui est très flagrant finalement dans vos films? C'est une grande question. Là, il faudrait passer 3 jours là-dessus parce que c'est vraiment la question des actrices, des acteurs, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils représentent, qu'est-ce qu'ils incarnent. C'est essentiel. C'est évidemment, moi, c'est au cœur de mon projet et au cœur des questions politiques qui me taraudent. Et s'il n'y avait pas ça, je ne ferais pas de film. Je m'en fous. Je veux dire... et que cette question de acteur professionnel, acteur pas professionnel, c'est à la fois, j'ai l'habitude de dire, c'est pas très important, parce que moi je suis acteur, donc les actrices que je rencontre et qui finalement sont dans le film, et il n'y a pas que des jeunes, il y a des jeunes, mais pas que. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que des comédiens non professionnels jeunes, il y a des comédiens non professionnels plus âgés, il y a un peu tous les âges, même si c'est vrai qu'à son image, Une vie violente, c'est des jeunes gens, les personnages. Mais je ne fais pas trop la différence parce que les acteurs qu'on choisit, ils ont pour moi, en tout cas, un instinct de jeu très fort. Ils savent jouer, ils peuvent jouer. Ça répond, ils ont à l'intérieur des dynamiques de jeu. Donc voilà, ils ne sont juste pas l'expérience de cours de théâtre, de films, de pièces, etc. Et en plus de ça, donc ils peuvent jouer de manière très évidente pour moi. Et puis il y a un rapport à la vérité aussi. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, un rapport à ce que moi je peux appeler une modernité du jeu qui m'est indispensable. Et parce qu'on ne joue pas de la même façon suivant les époques pour moi. On ne joue pas de la même façon en 2025 qu'en 2020. Ou enfin, si on peut jouer de la même façon, mais je veux dire que si on prend le jeu comme le rapport à l'interprétation comme un art qui se travaille et dont les critères évoluent, voilà, il y a une modernité du jeu en 2025 qui n'est pas celle de 2020, et voilà. Et ça passe effectivement par le débit, par exemple. On parle beaucoup plus vite aujourd'hui, on joue beaucoup plus vite aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Ça me paraît évident. Il faudrait faire des recherches un peu plus poussées, mais pour moi c'est évident. Donc j'ai envie de travailler avec des actrices et des acteurs qui ont un rapport à l'interprétation et au jeu super contemporain. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des acteurs, des actrices qui jouent comme on jouait. Même si cette question du jeu quand on est acteur, elle bouge aussi à l'intérieur de nous. On ne joue pas de la même façon avec tel metteur en scène ou avec tel cinéaste. Mais quand même, donc il y a cette dimension de la contemporanéité, de la vérité, et aussi après, je fais mes films en Corse. Donc la question de qui va jouer quoi et de la représentation, elle est essentielle. Et je dis ça parce que ça n'a pas toujours été évident. Je veux dire, les histoires en Corse, comme dans plein d'autres endroits
colonisé, parce que la Corse est un endroit colonisé, elles ont été racontées par d'autres que les gens qui étaient de cet endroit-là. Donc pour moi, c'est très très important que les acteurs qui... Et je vais peut-être me retrouver dans des contradictions par rapport à ça bientôt, mais que les acteurs, les actrices qui jouent les histoires qui se passent en Corse, ils aient quelque chose à en dire, à en penser. Et parce que les acteurs, c'est un débit, c'est une façon de parler, mais c'est avant tout une pensée. Je veux dire, une pensée en action, pas une pensée, pas une réflexion, mais pour jouer, il faut penser quelque chose, quoi. Il faut penser, et la pensée, elle précède la parole, qui elle-même précède le geste. Ça, c'est au théâtre, on peut pas... Et comme en plus, dans mes films jusqu'à présent, c'est plutôt assez bavard, ça parle, les acteurs parlent, les actrices parlent, on voit ce qu'ils pensent. Quand c'est mutique, on voit pas trop, on peut imaginer, mais on voit comment la parole, elle, chez un personnage, elle se construit, comment un personnage, il passe d'une idée à une autre, on le voit penser. Et si la personne ne sait pas quoi penser de la situation qui a des enjeux politiques, même si c'est pas tout, bah, ça se voit. On voit bien que la personne, elle ne sait pas de quoi elle parle. Et c'est... Donc il y a des enjeux de représentation pour moi. Qui va jouer quoi? Qui va embarquer le projet, le film? Tel acteur, telle actrice. Et il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs et d'actrices professionnels en Corse qui sont capables de faire ce que fait Clara Marie Laredo à son image, par exemple, ou Jean-Michel Angeli dans voilà. Et je dis ça parce que les castings avec Julie, on les fait, ça dure des temps mais monstrueux. C'est des mois et des mois et des mois de casting. Donc on cherche. Donc les personnes que finalement qui vont se trouver à jouer, c'est vraiment au fruit d'un, enfin c'est vraiment à la suite d'un très 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 long processus à la fois de discussion, d'essais, d'exercices. Enfin et finalement il n'y a plus que pour jouer ça. Bref, la question des accents, elle est importante parce qu'il n'y a pas un accent corse, il y en a 20 000. Et là aussi, ça oblige. C'est un peu pompeux de dire un des enjeux des films qu'on fait, c'est la décolonisation du regard. C'est un peu pompeux quand on parle, mais c'est aussi la décolonisation de l'oreille. On ne parle pas avec un accent. Je veux dire, pour un public purement français, peut-être, ils ont l'impression qu'il y a un seul accent, mais non, il n'y a pas un seul accent. Il y a 200 accents et il y a des jeunes gens en Corse qui parlent sans accent. Ils sont quand même... Donc voilà, c'est essayer de faire des films avec une troupe qui va être la plus précise et la plus détaillée dans ce qu'elle va représenter. Sinon, si c'est juste pour raconter des histoires, moi je m'en fous complètement, quoi. Si c'est juste pour raconter machin qui rencontre truc et qui vit ça, si ça m'intéresse, mais c'est un prétexte pour à l'intérieur c'est un prétexte pour faire un documentaire. C'est-à-dire un documentaire sur les jeunes gens qu'on a choisis et qui jouent, comment ils bougent, comment ils se parlent, comment ils s'adressent les uns aux autres, quelles sont leurs expressions, Ça, c'est important. De la même façon qu'il y a parmi les actrices et les acteurs des gens que je connais très bien, des amis, des gens de la famille qui ont des petits rôles, parce que c'est aussi un film, un prétexte pour faire un home movie, quoi. On dit qu'on fait des films de fiction chers qui vont sortir dans les salles, mais en fait, c'est un cheval de Troie. L'enjeu, c'est de faire des films de famille, presque, sans que ce soit la dimension autobiographique qui prenne le dessus, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question un peu, mais voilà, c'est des enjeux qui sont pas... C'est pas des enjeux d'authenticité. On ne cherche pas des acteurs non professionnels parce qu'ils seraient plus authentiques que des acteurs professionnels. L'authenticité, je trouve qu'il n'y a rien de plus affreux que ça. Ça veut rien dire. C'est pas la question de la justesse, c'est la question de la vérité. C'est une question de la mémoire à plusieurs. Et d'ailleurs, de la mémoire à plusieurs, des acteurs qui jouent ensemble à son image. Certains se connaissent, d'autres pas. Mais moi, je sais quand on est en train de construire le film, soit par des improvisations avant le tournage, soit pendant le tournage, je sais très bien de quoi ils parlent. Ils savent très bien. Et à l'écoute, on le voit, parce que le jeu, c'est quoi? C'est de l'écoute, surtout. On voit, pour moi, les acteurs qui sont... Quand ça joue ensemble, c'est que ça s'écoute très, très bien, ce qui est la chose à la fois la plus simple et la plus difficile en jeu. Mais moi, donc, avec ces acteurs-là, je vois qu'ils s'écoutent. Et d'ailleurs, avec Julie, on a fait des expériences, Julie à Lyon, de mélanger, pendant le casting, pendant des séances d'improvisation,
pour les films qu'on fait qui se passent en Corse et qui ont un rapport avec l'histoire contemporaine de la Corse. On a fait des expériences où on mélangeait des acteurs. Parce qu'on m'a posé la question, oui, il faut absolument être corse pour jouer dans tes films, comme si c'était un truc qui était excluant. Je dis non, c'est pas excluant, c'est pas le problème je ne sais pas que je rejette des gens qui ne seraient pas de ce territoire-là pour le film, mais c'est juste que c'est pas possible. Moralement, politiquement, mais même en termes artistiques, c'est pas possible. La preuve, c'est que quand on fait des essais en improvisation, on se rend compte et qu'on mélange des acteurs corses et des acteurs non corses, je veux dire français, mais voilà, en fait, ça fonctionne pas. Et ça fonctionne pas parce que la langue est la même, on improvise en français, mais les mots désignent pas la même chose. Mais vraiment, il y a des moments d'improvisation, on se dit mais pourquoi ça fonctionne pas ? Ils viennent pas des mêmes endroits, ils n'ont pas le même bagage sociaux, ils n'ont pas la même mémoire. Ok, ça mais on voit bien que les mots ne disent pas la même chose dans l'improvisation. C'est flagrant. Et ça, on a mis du temps avant de découvrir que c'était ça, cette question-là. Et les acteurs s'en rendent pas forcément compte. Si on demande à des acteurs d'improviser, il va improviser avec quelqu'un, il va pas se rendre compte que ce qui bloque, c'est une question de langage, mais la question du langage qui est liée à quelque chose de cognitif et de culturel. Mais en fait, c'est ça qui se passe. C'est pour ça que c'est difficile après de faire des films et que les producteurs disent « Ouais, ça serait bien que tu prennes telle actrice, tel acteur connu. » Je dis « J'ai rien contre, je suis pas un anti-acteur connu, c'est pas le problème. Mais c'est juste que ça marche pas, en fait. Ça marche pas et évidemment, ça a à voir avec le pacte qu'on crée avec une spectatrice, un spectateur sur est-ce qu'on croit à ce qu'on voit ou pas. Évidemment, c'est pas l'alpha et l'oméga du cinéma, la croyance, mais c'est la question de l'honnêteté, de la sincérité du pacte qu'on va et le rapport au réel, ouais, c'est ça, exactement. Mais du coup. Non, mais je trouve que c'est intéressant aussi, même par rapport à ce que toi tu disais, Martin, sur ce truc-là de comprendre ou pas comprendre. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on essaye de faire aussi quand on écrit, c'est de placer le spectateur dans une situation où il assiste à quelque chose, il assiste à une scène. L'idée, c'est que tout lui est pas donné dans la scène et que forcément, il s'est passé des choses avant, il n'était pas là, il se passera des choses après, il sera pas forcément là. Et que la scène, elle doit être nourrie de tout ce hors-champ, sinon, évidemment, elle est moins intéressante. Et que du coup, on met le spectateur dans une position où il doit avoir plein de moyens de réfléchir et de comprendre les choses. Et je pense qu'un des trucs sur lesquels on travaille pour tenir l'attention, c'est que l'attention, c'est pas juste le suspense ou je sais pas quoi, c'est vraiment une attention de réflexion, de se dire d'être en tension parce qu'on cherche à comprendre aussi et qu'on n'a pas toutes les armes directement. Et que pour que ces indices qu'on donne et qu'on met aient du sens et puissent former un tout cohérent, justement, il faut qu'ils soient très précis, très justes, et ils ne peuvent pas être dans une contradiction avec ce qu'on raconte. Donc, on ne peut pas à la fois raconter des choses précises sur un territoire, ou là, comme on est en train de le faire sur une histoire, en étant approximatif sur les gens qui le disent et avec des gens qui sont décalés par rapport à ce qu'ils racontent. Il faut que les gens puissent vraiment prendre possession, enfin les comédiens et les comédiennes puissent prendre possession de ce qu'on leur fait dire pour qu'ils puissent fournir cette porte d'entrée, quoi. Comme quand on arrive dans un endroit et qu'on essaye de comprendre une conversation en cours, on ne peut pas la comprendre si les gens sont en train de mal jouer quelque chose ou si les gens n'incarnent pas les choses qu'ils racontent, quoi. S'ils n'articulent pas, c'est pas grave. Moi, je vais à plein de fêtes où les gens sont ivres et je finis quand même par comprendre ce qu'ils disent. Non, mais la question de l'articulation, elle est sujette à caution. Parce qu'il y a des fois, tu as raison, mais il y a quelques fois aussi où moi, je comprends. Donc, je veux dire... Non, mais après, c'est toute la question de je le partage et je fais en sorte que tout le monde soit... Et on fait, c'est la fameuse question de l'universalité, quoi, qui est aussi... que je comprends. Enfin, bon, oui, on peut pas mettre ça en préalable. Je cherche à être universel. Enfin, c'est absurde. Je peux faire une digression sur le plateau des Salauds de Claire Denis. J'avais des soucis de compréhension avec Vincent Lindon et j'ai été voir Claire Denis à un moment en lui disant « Je suis désolé Claire, je ne comprends rien à ce que dit Vincent ». Et elle m'a répondu « Moi non plus, mais ça vaut peut-être mieux ». Donc là, effectivement, tu repars dans ton... Non, mais c'est vrai que la question, et c'est des enjeux économiques et c'est des enjeux techniques. La question du mixage, de dire est-ce qu'on entend, est-ce que c'est... Bon, mais déjà, est-ce que les films, c'est fait pour qu'on comprenne... C'est-à-dire qu'on comprenne...
évidemment que il doit avoir quelque chose d'absolument sensible et perceptible, mais c'est pas grave si tout le monde ne le perçoit pas et le comprend pas. Les producteurs sont pas d'accord et les distributeurs pas d'accord avec ça, je sais. Mais tout ne passe pas par la compréhension des dialogues à un moment donné. Enfin, moi, c'est pas les films qu'on fait. Je veux dire, évidemment, il y a toujours à un moment donné une phrase, si tu la loupes, ben, c'est dommage parce que tu aurais appris que. Mais en vrai, c'est pas. En gros, si on comprend pas le film parce qu'on a raté une phrase, c'est qu'on a qu'il y a quand même raté le film. Ouais, c'est qu'on a un petit. Voilà, l'idée, c'est quand même de proposer voilà, une réalité physique, romanesque, politique, qui soit à la fois nouvelle ou pas pour le spectateur, mais qu'elle soit voilà, palpable d'abord sensuellement, physiquement, plus que j'ai compris, d'accord, voilà. Même s'il y a ça, c'est ces enjeux-là. Je veux pas. C'est les questions d'ailleurs dans lesquelles on en parlait. Le cinéma. Voilà, et puis on me l'a reproché, je veux dire, je dis ça. Ça, c'est un débat qui est sur le plateau, c'est un débat qui est très vivant sur le plateau. Pour ceux qui ne comprennent pas et qui n'ont pas. Bon, ben voilà, bon, le grand moi, c'est aussi, mais les grands maîtres pour moi, qui se sont débarrassés complètement du didactisme, c'est des gens comme Edward Yang, par exemple, qui raconte une réalité de son île, Taïwan, et qui rentre dans une précision qui peut être déroutante, y compris pour des gens de Taïwan. Mais c'est pas ça le problème, la chose la plus importante. C'est pas. Mais c'est super agréable, je trouve, en tant que spectateur, de rentrer dans une réalité où on sait qu'il y a quelque chose d'exact, de précis, et que il y a quelqu'un derrière quelqu'un ou plusieurs personnes qui nous le donnent à voir, à vivre, à sentir, même si tout n'est pas clair mais l'ambition, c'est que les films soient accessibles à n'importe qui. C'est Arnaud Desplechin qui disait ça. Voilà. C'est pas grave si les films sont pas faits pour que tout le monde comprenne, mais que c'est accessible à n'importe qui. Quelqu'un au Tibet qui connaît rien à l'histoire qu'on raconte, d'un âge qui n'est pas l'âge des personnages, il peut tout à fait être sensible largement au film. Mais c'est pas fait pour être compris par. C'est pas l'ambition première, quoi. Il avait Renoir qui disait qu'il laissait la porte du plateau ouverte pour que le réel rentre. Quand je vois tes films, là, je les ai tous vus pour préparer cette rencontre. Il avait quelque chose ça m'avait fait beaucoup penser à Pasolini, dans la question de la banlieue, d'aller sur des terrains qui sont un peu chaotiques, laisser la porte ouverte à des acteurs non professionnels, inviter le réel, quoi. Il a quelque chose de cet ordre-là. Mais à l'écriture de scénario, il a quoi comme précision à trouver par rapport aussi à des faits réels. Par exemple, vous avez fait des films en quête d'un scandale d'État, il y a des faits réels. Toi, sur des films précédents aussi, tu as fait la même chose avec les Apaches, etc. C'est quoi cette limite-là entre la vérité, le respect par rapport à un fait qui a vraiment eu lieu et laisser la porte finalement à que le chaos créatif rentre? Il faudrait regarder. Pardon. Non, mais j'allais juste dire que ça ne se contredit pas forcément, en fait, que la question de traiter la réalité des faits, évidemment, on est dans un contexte où on raconte des histoires, il y a des choses qu'on raconte, des choses qu'on ne raconte pas, donc forcément on fait des choix et on ne raconte pas toute la vérité, et c'est forcément un regard qu'on propose, une interprétation, et ça, évidemment, c'est le point de départ, donc il n'y a pas ce rapport où on ne dit pas tout le réel, mais par contre, cette réalité, justement, elle est invitée, enfin, elle se construit par les gens qu'on fait entrer, par le fait que c'est dans cette approche-là qu'on travaille. Et j'ai l'impression, par exemple, sur Enquête sur un scandale d'État, la vérité, elle était autant sur les faits que sur, par exemple, les rapports entre les gens. Il fallait que ces rapports soient vrais, il fallait qu'on n'allait pas raconter, par exemple, deux personnages qui étaient juste unis dans un combat commun pour faire advenir la vérité, parce que c'est pas ça la réalité des choses. La réalité des choses, c'est des personnages complexes qui ont chacun leurs propres obsessions, qui se parlent parfois sans se comprendre, qui parlent chacun de choses un tout petit peu différentes, qui viennent d'un endroit différent, et que c'est dans cette dynamique-là que les choses se créent.
mais c'est aussi important en termes de vérité que le nombre exact de tonnes de drogue qui a circulé. Oui, et puis c'est surtout la question de la relation, en fait. C'est la question de l'expérience qu'on propose aux spectatrices, aux spectateurs, et la relation qu'on entretient avec le réel. C'est pas tellement de reproduire le réel, mais c'est la relation. Et ça, cette relation, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut qu'elle soit claire d'entrée de jeu, c'est qu'elle soit avec le spectateur, c'est un pacte, un mode d'emploi, en disant voilà le rapport que j'entretiens avec l'histoire que vous allez voir. On ne dit pas exactement tout ce qui s'est passé, la vérité, mais ma relation à cette histoire, elle est celle-ci. Alors, les histoires, on n'a pas fait 1000 films en plus, donc on ne peut pas théoriser complètement, mais je veux dire que les histoires que je raconte en Corse, qui sont souvent liées à des événements qui se sont passés, déjà, il y a un choix de raconter cette série d'événements-là plutôt qu'un autre. Déjà, ça pose un premier jalon d'une relation à une histoire contemporaine, par exemple. De dire c'est de ça dont on va parler, mais pourquoi pas de ça? Et ensuite, souvent on prend des événements, des personnages, des histoires qui ont peut-être existé, mais dans lesquels il y a quelque chose qui n'est pas complet, au moment où les événements sont arrivés, ont été médiatisés, c'est-à-dire qu'ils sont passés par le prisme d'un média, que ce soit la presse, que ce soit c'est pas encore c'est à la fois médiatisé mais pas complet. Enquête sur un scandale d'État dont tu parlais, l'intérêt pour nous pour écrire, et l'intérêt de cinéma, je veux dire avant toute chose, c'était que l'histoire n'était pas jugée, n'était pas faite. Donc d'habitude quand on fait des histoires d'après une histoire vraie, on a déjà du recul de 5-6 ans. Là on était en cours, donc il y avait le risque de raconter des trucs un peu n'importe quoi, et que surgisse pendant qu'on écrit, pendant qu'on tourne, quelque chose du réel qui contredise mais c'était ça le truc, de comment on fait pour être dans la question qu'on se posait, comment être dans un film de cinéma qui va être financé avec un tournage et tout, avec la lourdeur que ça implique, et d'être quand même suffisamment ouvert pour accueillir des choses qui... Et voilà, et c'est arrivé pendant le tournage, il y a eu un procès qu'on a intégré... pendant le film. Donc ça, c'était ce qui est marrant, excitant et à faire, et qui crée un petit évidemment du danger. Ensuite, il y a des choses qui sont beaucoup plus obsessionnelles, c'est-à-dire qu'il y a des fois des choses qu'on reproduit du réel à l'exactitude. Il y a notamment dans Enquête sur un scandale d'État, les entretiens menés par Emmanuel Fansten et Hubert Avoine en vue du livre. Emmanuel Fansten nous les a confiés. Et on les a retranscrits verbatim, et ça a été la matière de travail pour les acteurs. Roche disait, mais Pio Marmaille, on a travaillé les personnages à partir des vrais mots prononcés par les modèles qu'ils allaient jouer, et c'est des moments qui sont dans le film vraiment exacts. Donc il y a un truc de reproduction facsimilée, on va dire, qui crée vraiment qui est troublante, quoi, de repasser par les pas, les traces qui ont été empruntées exactement par d'autres. Il y a un truc un peu hanté, quoi, de faire ça un peu fantomatique et qui a à voir. Mais comme je suis acteur, pour moi, c'est toujours l'important, c'est le rapport au jeu que ça va produire pour les acteurs et les actrices. Parce que quand on doit dire des mots qui ont été prononcés par d'autres, par exemple, ou quelquefois des mots qu'on a soi-même prononcés. Parce que je peux reproduire des moments d'improvisation avec les acteurs, les écrire et leur redonner des choses qu'ils ont eux-mêmes dites. Là, on est pour le coup dans un rapport plus musical qu'un rapport à l'incarnation. On est dans un rapport, quand on est acteur, à l'interprétation. Je vais réinterpréter des mots qui ont été dits par d'autres ou par moi-même. D'abord. Voilà, exactement. Comme on peut le faire en musique. On va pas... Si on joue Chopin, on n'est pas en train d'écrire Chopin ou d'improviser sur Chopin, c'est une interprétation. Et là, il y a cette idée-là aussi pour les acteurs qui vont avoir un rapport avec le modèle ou avec les traces qu'a laissé le modèle qui est intéressant. Et ensuite, le réel qui rentre ou qui sort, on rejoint les questions de son aussi, qui sont des moments de discussion entre nous. Dans Une vie violente, par exemple, il y a une scène où les acteurs sont en prison et il y avait des figurants qui jouaient au basket. Et
devant les acteurs qui faisaient écran. Voilà. Donc c'est vrai qu'on n'était pas tout à fait d'accord avec l'idée de laisser les figurants continuer à jouer au basket ou faire semblant qu'ils jouent au basket. Donc évidemment, on a opté pour le fait qu'ils continuent à jouer au basket, même si on n'entend plus du tout les acteurs principaux qui ont la parole. C'est un choix. Le choix, c'est pas un choix de justesse, encore une fois, et c'est pas du tout un choix d'authenticité. C'est un choix. Je sais que rythmiquement, les acteurs, ça va pas du tout être la même. Si on y joue et qu'il y a quelqu'un qui joue au basket pendant la scène, c'est le rythme de la parole qui va circuler, c'est pas du tout la même. Si vous enlevez ça et qu'on a des acteurs qui font semblant des figurants de jouer au basket, c'est impossible à faire pour les acteurs de faire comme si. Moi, j'y crois pas. On fait comme si. Voilà, mais c'est moi, quoi. Voilà, de la même façon que je me suis un peu calmé là-dessus sur ces questions-là, mais vite fait. Toi aussi. Et toi aussi. Moi aussi, j'ai changé. On s'est calmé. Moi aussi, j'ai changé. Je ne l'aurais jamais fait avant. Maintenant, je le fais et je comprends ce point de vue-là et je l'accepte. Même. Après, il ne faut pas être didactique, il ne faut pas être, je veux dire, idéologique avec ces questions-là. Il ne faut pas que ce soit. Mais je sais, par exemple, j'avais l'impression, ou certainement, j'avais des hallucinations auditives quand on tournait dans une vie violente dans l'appartement du personnage principal. J'avais l'impression que je sentais quand, dans la rue, on bloquait la rue, je sentais que la rue, elle était modifiée. Ou au casque, où j'avais l'impression que je sentais que la rue, devant l'appartement, il y avait les camions qui étaient là. Et les camions de tournage, il n'y a rien de pire, quoi. Je veux dire que tout le monde dans la rue sait qu'il y a un tournage, et c'est comme si ça modifiait la façon de bouger, de parler, de tout l'écosystème autour, quoi. Et ça a un impact, pas simplement sur le son, mais c'est un film, quoi. J'avais l'impression, je me suis dit, mais non, les camions ne peuvent pas être dans la rue. On ne peut pas dire d'arrêter dans un certain type de scène, évidemment, pas dans toutes, d'arrêter le son de la rue. On ne peut pas faire ça. C'est pas possible pour permettre que la mort arrive et que les acteurs soient tellement morts qu'ils puissent jouer. Non mais on est fous, quoi. C'était ce que tu disais à Thomas le Perchman. Parce que Thierry aussi a un rapport avec la perche qui est compliqué. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que la perche qui arrive au-dessus d'un groupe de comédiens, quand on est dans les tournages extérieurs, ça marque vraiment un tournage. Une caméra, finalement, on peut la cacher, on peut se mettre un peu dans un coin de rue, on se met un peu en longue focale et puis on arrive à être un peu discret. Un perchman qui arrive et qui se met au-dessus des gens qu'on veut entendre, on n'est plus du tout discret. On marque qu'il y a un tournage, on marque que c'est du cinéma. Et là, effectivement, on change les choses. La perche qui passe d'un comédien, le micro qui passe d'un comédien à un autre, et ben, quelque part, il dit, voilà, tu as fini de parler, c'est à l'autre de parler, c'est à toi de parler. Hein, c'est lui qui donne la parole aux comédiens qui sont sous le micro. Donc ça induit effectivement un changement de façon de faire. Donc ça, Thierry, il est extrêmement sensible à ça. Et donc ce qu'il disait à Thomas, c'est tu tues toute la vie avec ta perche, ce qui était une énorme responsabilité. C'est la grosse pression. J'ai tué toute la vie. Thomas, il revenait vers moi dépité en me disant mais ça vient de aussi, moi, acteur, où on fait pas assez attention aux actrices et aux acteurs sur le plateau. Faites attention aux actrices et aux acteurs, vraiment. C'est pas faire attention, c'est eux les choses principales. La matière principale, c'est avec eux qu'il faut travailler avant n'importe qui d'autre pour moi. Et quand on est acteur et qu'on est là et qu'on est tendu et que tout d'un coup il y a une perche comme ça, après c'est aussi ce que je cherche qui est en termes de jeu quelque chose le plus énervé possible, c'est-à-dire avec le moins de nerfs possible. Je supporte pas. Alors après, quand on tourne avec la pellicule, ça, je supporte pas cette mythologie de la tension, de je suis concentré, vas-y, on joue, je suis à fond. Voilà. Et j'aime bien, et ça, je l'ai appris comme acteur avec des chorégraphes. J'aime bien cette idée aussi un peu abstraite qui est pas de point de début, pas de point de fin. C'est-à-dire qu'on tourne, et en fait, on est déjà en train de jouer avant que ça a commencé à tourner. Et si au moment où on tourne, il y a moteur, action, la perche, c'est bien pour certaines scènes, mais pour d'autres, on est sûr qu'à l'image, il n'y aura absolument rien que des acteurs qui vont
faire semblant de jouer quelque chose, quoi. Parce que c'est vrai que c'est la chose la plus commune sur les tournages, ça je l'ai vu en tant qu'acteur, c'est que sur les tournages, la plupart des tournages, on fait semblant de faire du cinéma. Tout le monde joue à... alors c'est super si on veut faire un film sur une équipe de tournage, mais tout le monde joue on joue à tourner. Je joue à faire le metteur en scène, je joue à faire l'acteur, et on ne pose pas la question principale qui est qu'est-ce qu'on filme ? On filme quoi ? On se pose la question de en combien de temps il faut le filmer, en combien de temps avant de finir, combien de temps, mais on ne pose pas la question de quoi. Qu'est-ce qu'on filme ? De temps en temps, on pose la question de comment, mais c'est surtout en combien de temps on va y arriver et pourquoi on le filme. Pourquoi on le filme bon. Et voilà. Mais sur d'autres scènes, je pense au comité de rédaction d'Enquête sur un scandale d'État, par exemple, où c'est des acteurs qui jouent des journalistes et l'enjeu des scènes, c'est prendre la parole devant, comme on le fait là. Là, en l'occurrence, la perche, elle est évidemment bienvenue parce que le dispositif, il est celui-là. Il est la prise de parole en commun. Il est une certaine théâtralité qui permet, qui est juste. Et là, on peut même se permettre des moteurs et des actions, quoi. On peut être fou. C'était des journalistes. Alors, c'était des acteurs. C'était des acteurs. Pas tous. Ah bah si. Il y avait les principaux, mais il y a plein de gens. Ah, mais ceux qui prennent la parole sont tous acteurs dans non, le. il y avait Dorothée, il y avait. Oui, mais Dorothée, oui, mais des acteurs ou des metteurs en scène, metteuses en scène, mais c'était pas des journalistes. C'est pas des journalistes. Donc il y avait un travail vraiment de performatif, de faire des prises qui durent 40 ou 50 minutes, préparées, pas répétées au sens, mais préparées. Donc là, toute l'équipe, la caméra, le son est concentrée en disant bon, là, on n'arrête pas les prises, elles sont longues, c'est comme une cascade en fait. Il faut que. Donc là, le coup de la perche, elle est indispensable évidemment, et puis surtout, elle joue, c'est-à-dire elle joue comme les acteurs, parce que 50 minutes. Comme ça, ça demande. Mais tu parles pendant ce temps-là. Un peu, mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Finalement, un tout petit peu avec Claire Maton, on communique, mais pas vraiment le minimum. Je vous propose de regarder un extrait d'Une vie violente, une séquence qui est particulièrement importante, la séquence du mariage. Pour parler après. Mais t'es mon frère et tout ce qui nous lie, c'est incompréhensible pour les autres. Parce que nous, ta devise, c'est la vie n'a pas de prix, mais un coût.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu le dispositif qui a été fait pour ça? Je crois que tu as créé un vrai mariage. Et après... On a fait un vrai... Oui, bon, c'était l'enjeu. C'est toujours après des questions encore une fois, c'est pas des questions théoriques. Enfin, oui, c'était l'idée de faire un vrai mariage et ça nous amusait beaucoup. Thomas Backeny, ça a demandé un énorme travail à la déco, au costume et l'idée c'était, et c'est quelque chose qu'on a un peu reproduit à plein de moments dans le film, c'est-à-dire de créer des conditions documentaires pour injecter la fiction. Ça vient peut-être du premier court-métrage qu'on avait fait ensemble d'ailleurs, qui se tournait pendant un vrai bal de village, donc qu'on ne pouvait pas arrêter et que nous on injectait comme ça. Et c'était un grand plaisir, en tout cas du réel, de pouvoir être dans un moment réel, mais que tout le monde sait qu'on tourne, donc personne ne nous arrête et on fait, on fait ce qu'on veut à l'intérieur, et c'est quand même assez grisant, quoi, pour les acteurs et pour toute l'équipe d'être à l'intérieur d'un... Voilà. Donc, mais pour ça, c'est vrai que... ce qu'on a refait pour le concert à son image. Ce qu'on a fait pour le concert à son image, donc, qui a demandé vraiment... Ça demande des grands temps de préparation, mais par contre, le mariage qui est là, on ne revient pas en arrière. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas si on n'est pas content d'une prise où il faudrait refaire bouger les... C'est pas des figurants, je dis les figurants mais c'est pas des figurants, ils sont là pour le... Voilà. Et donc, c'est le principe, c'est qu'on ne revient jamais en arrière. Le mariage vit sa vie de mariage. Les parents de la mariée, voilà. Donc, eux, ils continuent, ils mangent, ils boivent, voilà. Et si jamais je dis, excusez-moi, pardon, alors on va reprendre... on fait pas ça, quoi. La dame en vert, si elle peut, avec le monsieur, si... voilà, c'est affreux, quoi, ça. Non, mais ça, c'est des trucs que j'ai vécu. On a tous vécu sur des tournages. Il n'y a rien de pire. C'est glaçant, quoi. Donc, mais c'est risqué pour l'équipe, parce que voilà, si on loupe le truc, ben, on le loupe, quoi. Et si on loupe le moment qu'on l'a pas bien eu, ben, on l'a pas bien eu. Voilà, c'est de créer le dispositif où on va devoir. Ça crée un petit danger parce qu'on sait qu'il faut qu'on arrive à faire ce qu'on a à faire à l'intérieur du mariage avec le temps qu'on a. Et puis là, c'était une scène qui était prévue sur 2 jours, mais finalement, il n'y avait qu'une journée pour des raisons pareilles. C'est des trucs de fabrication, c'est-à-dire que je voulais absolument... Tout Une Vie Violente se tournait donc en Corse, et il y avait une petite partie à Paris, et je voulais que la scène de mariage ce soit le dernier jour du tournage en Corse. Parce que je me disais, ça va créer, c'est une émotion forte, c'est le dernier jour de tournage, on a passé beaucoup de temps ensemble, on finit par un mariage, le mariage lui termine par un meurtre, il y a un truc... Voilà, il faut absolument qu'on termine par ça. Or, terminer par ça, ça demandait une gymnastique pour l'équipe parce qu'on était à Bastia et il fallait revenir dans notre premier lieu de décor. Et c'était vraiment contre-intuitif, on ne fait jamais ça. On tourne, on change de décor ou de lieu, puis on tourne tout ce qu'on a à tourner. Sauf que là, retourner, ça impliquait des coûts, des surcoûts. Donc, la production m'a dit, tu veux tourner... déjà, pensait que c'était vraiment une idée que c'était farfelu ou vraiment de croyances un peu absurdes, qu'il y aurait une émotion supplémentaire parce qu'on tourne à la fin. Et moi, je dis oui, si, ça, je le sais que ça va créer quelque chose. Et donc, il me dit, ok, mais comme ça coûte plus cher de revenir au truc, tu vas tourner qu'en une journée, tu n'auras pas 2 jours. Donc, c'est ça aussi, hein, les tournages, c'est que des négociations comme ça. Je dis, bon, ok, j'accepte de tourner en une journée, mais par contre, les heures sup, c'est autant qu'on veut, sinon, voilà. Donc, c'est que des trucs de boutiquier comme ça. Et finalement, donc, on a tourné là avec des heures supplémentaires à rallonge. Et donc, on a mis en place le mariage. Thomas avait fait faire des faire-part qu'il avait envoyé à tous les invités. Tous les gens qui sont dans le mariage, c'est des gens qu'on connaît. Il n'y a pas de figurants, quoi. C'est que des amis, des vrais amis des mariés, ou des amis de moi, des gens de l'équipe. Donc, c'est une vraie fête avec les gens, la plupart, comme sur un mariage. Certains se connaissent, d'autres ne se connaissent pas. Et on avait un peu expliqué ce qu'on voulait. Et c'est quelque chose que je fais de plus en plus, confier des petits chantiers aux acteurs. C'est pour ça que je dis que c'est super important, les acteuristes sur un tournage, parce que c'est eux à qui vous pouvez confier énormément de choses du film.
je leur dis au père et à la mère de la mariée, c'est le marié de vos enfants. Donc il faut que vous vous occupiez à un moment donné, le vin d'honneur, vous vous en occupez, c'est à vous de faire aller les gens sur la terrasse, les faire revenir. C'est vous qui dirigez à l'intérieur, c'est pas moi. Donc ça responsabilise tout. Enfin voilà, c'est plus rigolo à faire. Ça responsabilise tout le monde et ça crée rythmiquement quelque chose de très qui marche, de très juste, quoi. Ce qui n'empêche pas à des moments d'aller voir quelqu'un, de lui dire à l'oreille, regarde là, fais ça, et de pouvoir, mais sans interrompre le flux, voilà. Et il faut aussi gérer les problèmes annexes dans un mariage qui sont bien sûr la musique qui est diffusée. Et tu sais que tu peux pas te faire une playlist à base de Michael Jackson et de Stevie Wonder parce que là tu sais que on joue. C'est vrai qu'on avait joué avec ça. C'est toujours un des trucs. Alors qu'avant je faisais pas attention. Maintenant je fais quand même un peu plus attention parce que ça coûte un peu cher. Enfin ça coûte cher au sens. Ça peut mettre en péril. Ça met en péril les séquences. Mais disons qu'on avait une playlist libre de droit, une playlist où on faisait ce qu'on veut. Donc on alternait pendant le mariage, des choses, on faisait ça. Mais le risque, c'était qu'effectivement, à 5h30 du matin, parce que les gens viennent, et c'est aussi les gens qui ne sont pas des figurants, mais ils ne sont pas payés. Là, en tout cas. Et donc, il faut qu'ils restent jusqu'au bout. Mais il faut qu'ils restent jusqu'au bout. Il y a à manger, il y a des amis, il y a à boire, c'est quand même sympathique. Mais à 5h du matin, il y a la majorité des gens qui font voilà, c'est bon, tu vois, c'est gentil, quoi. Et donc ils partent et on se retrouve pour la scène du meurtre du personnage de François sur le parking. On est 3h30, il n'y a plus personne. Et la scène, je le vois, là pour le coup, c'est une scène qui n'existe qu'au son. Parce que sinon, on est le monde, les cris, la fête, voilà, on l'a recréé alors qu'on n'avait plus. Il nous restait là pour le coup, le jour se levait, il restait plus rien. Et on choisit de ne pas montrer François qui est caché dans l'ombre, on ne le voit pas, on sait pas. Voilà, on devine ce qui s'est passé par ce qui se dit, quoi. Mais pour les acteurs, ce qui était bien, c'est que voilà, les acteurs jouaient, ils avaient voilà, la prise de parole des discours qui sont un peu débiles, mais il y a quelque chose de véritable. C'est pas un discours super écrit, hyper bien pour les acteurs. Et en même temps, ils vont le faire une fois, ils ne vont pas le refaire. Donc il y a quand même un élan, il y a une émotion, et puis voilà. Puis c'est des souvenirs qui sont très forts d'avoir fait ça. Là-dessus. C'est ce que vous avez tous entendu, c'est ce qui a été dit et fait, exécuté sur le plateau, que ce soit la musique qui était... on essaie de gérer les rapports, bien sûr, entre la voix des comédiens et la musique. Et puis, quand on peut, quand on n'a pas besoin de capter précisément les voix des comédiens, on laisse la musique en freestyle et puis on laisse partir, même avec des playlists dont on ne possède pas les droits. Parce que ça peut être intéressant de faire remonter l'ambiance comme ça de gens avec des morceaux qu'ils connaissent bien. Mais on sait qu'en post-prod, on pourra éventuellement intervertir et mettre des musiques libres de droit derrière. Par contre, là où ça devient compliqué, c'est effectivement quand il y a du texte qu'il faut arriver à capter. Mais ça se gère au coup par coup. Il n'y a pas de dogme maintenant. Enfin, j'en avais quelques-uns avant, mais on en a moins, ouais. On en a moins, et voilà, on gère les situations. Mais c'est des scènes qui sont risquées. C'est des scènes qui risquées. Je veux dire, il est possible de ces méthodes-là qu'il y ait les dialogues qui étaient importants, ils n'y sont pas, ou on ne peut pas jouer. C'est très astreignant, ce genre de choses. C'est à la fois très... Moi, j'adore faire ça, mais ce n'est pas fait pour tout le monde, n'aime pas ce genre de trucs. Mais l'enjeu du casting, par exemple, il y a un voile à broche qu'on ne voit pas, qui est méchant, mais il fallait le commander, ça se commande très longtemps à l'avance. Les invités qui viennent, la sociologie exacte de ce genre de mariage était importante pour moi de voir, même si... tout le monde n'est pas attentif à ça, mais qui y a, comment ils sont habillés, c'était très important de raconter dans quel milieu les mariés sont. Voilà, donc ça, avec Julie, ça demande une mise en condition. Une mise en condition, une attention de beaucoup de gens de l'équipe sur une scène qui était censée être beaucoup plus longue et qui est plus courte que prévu. Il y avait plus de choses qui est plus courte. Bon, mais ça, c'est des questions de montage après. Et puis, s'il y a des choses importantes qu'on a ratées et qu'il faut absolument entendre, il y a de la post-production. Qu'on a refait, on a refait des sons. Il y a de la post-synchro qui peut être rajoutée. Ouais. Et voilà, Thierry, il n'a pas d'opposition franche par rapport à ça. Il y a des réalisateurs qui refusent complètement
qu'on double, mais bon, là, s'il faut le faire, C'est vrai qu'il y a une obsession comme ça du réel à des moments sur des choses pour que ce soit, pas, encore une fois, pas pour que ça fasse vrai, mais parce que c'est c'est la moindre des choses et c'est la moindre des... de représenter exactement ce que c'est un mariage, telle fête, voilà, la question c'est pas une obsession du réel, mais c'est en revanche l'ultra fabrication après me dérange vraiment pas. Quand je dis l'ultra fabrication, c'est-à-dire refaire des sons qui font pas partie de la scène, refaire de la synchro, utiliser. Sur le jour de ma mort, on avait refait des choses sur la table de montage. Puisqu'on n'avait pas les moyens d'aller en Audi, il n'y avait pas d'argent pour aller en Audi, donc on avait refait des dialogues avec Cédric, on avait refait des choses, je me souviens, du bal à Bastelic, mais on avait réenregistré des choses sur la table. Et dites-moi là-dessus, il y a une anecdote que je trouve un peu fameuse. On a visionné avec Julia un entretien que tu avais donné à Paris 8, et tu évoquais sur le tournage des Apaches, il y a cette scène du meurtre dont on a sélectionné un extrait, je vais me contenter de l'évoquer, mais on va peut-être le passer après. Où pendant les repérages, tu avais trouvé un endroit qui était un petit peu, qui était génial, qui était l'endroit parfait, mais qui se trouvait être trop grandiloquent au moment venu, puisqu'il avait neigé exceptionnellement en Corse. Et si tu pouvais détailler un petit peu comment se font ces moments d'improvisation, peut-être dans le rush, peut-être comment ça vous impacte. Et aussi simplement parce que peut-être qu'on va visionner cette scène, elle est très dure et c'est des acteurs non professionnels. Et je me suis demandé quand même un petit peu, même si je laissais peut-être vaillant, mais c'est vrai qu'il y a la question du traumatisme peut-être qui peut être évoquée ou en tout cas de choses à traiter de cet ordre-là, de préparation mentale des acteurs. Et donc ça va avec le thème de notre thématique d'aujourd'hui, la question des rapports de travail, aussi du soin qu'on prend les uns les autres. Quand tu mets des acteurs dans des circonstances comme ça un peu difficiles, dans des contextes un peu difficiles, comment vous gérez ça après entre vous ? Après, c'est plutôt avant qu'après, parce que en tout cas, si tu parles de la scène de meurtre dans les Apaches, la question elle était plutôt avant qu'après. Parce que le tournage, c'est tellement là, en plus cette séquence, elle est tellement découpée. Enfin, je veux dire que tout est faux, quoi. Je veux dire, il y a pas de. Tu précises parce que du coup, vous avez dû faire la scène ailleurs, sur un bord de route, qui était. Non, c'est pas cette scène-là. C'était la scène de l'enterrement, en fait. Ah. Parce qu'ils enterrent. Le film est inspiré d'un fait divers réel, d'un fait divers qui s'est passé encore, où 3 jeunes gens ont tué un de leurs camarades et l'ont enterré quelques jours après dans la forêt. Voilà. Ça, c'est, ce qui suit la scène du meurtre. Donc, ouais. Et ce qui suit la scène du meurtre, ils l'enterrent, et l'endroit que j'avais trouvé pour le... Bon, mais ça arrive tout le temps, on perd des décors. L'endroit que j'avais trouvé pour l'enterrement, qui était un endroit qui était dans la forêt de l'Hospédale, qui est vraiment dans l'extrême sud de la Corse, qui est un endroit assez fou parce qu'il y a un barrage, et quand l'eau se retire, c'est des troncs d'arbres coupés, comme ça, mais à perte de vue, on dirait comme une planète morte. Enfin, il y a un truc vraiment... j'avais repéré ce truc-là, et le jour même du tournage, il a neigé. Et tout était blanc, alors qu'on était en fin septembre. Ça n'arrive jamais, quoi. Et c'était trop... on aurait pu se dire, mais c'est quand même incroyable, la neige et tout. C'est tu vois, production value, comme on dit. Pourtant, c'est le réel. C'est le réel, de fait. C'est le réel, mais du coup, ça pesait 120 000 tonnes, quoi. C'est que non seulement il enterre, il a neigé et tout. Non, mais c'était trop lourd, quoi. Déjà, c'était lourd. Et finalement, on a dû se rabattre sur un décor pas très loin, que je connaissais, beaucoup plus modeste et beaucoup plus juste, beaucoup plus petit, et beaucoup plus facile à attraper en plus en termes de scénographique. Et voilà. Mais ça, c'est aussi parce que je tourne chez moi, donc je connais les endroits. C'est pas compliqué de changer de décor à la dernière minute, parce que après, ça peut poser des questions techniques, d'électricité, de régie, de machin. Mais je suis pas en galère de décor, quoi. Et ça, c'était possible, et c'était un hasard plutôt bien, et un refus de quelque chose qui serait vraiment trop signifiant et trop pathos, quoi. Ça va peut-être de pair avec une réflexion sur ce qu'on montre de la Corse et comment on évite d'en faire cette espèce
Oui, ville paradisiaque, la belle montagne, la voilà. belle mer, le truc de bon, voilà. C'est vrai qu'on m'a reproché de dire ah oui, tu montes les ronds-points, machin. Je dis bah c'est bon, il n'y a pas besoin de moi, je suis pas l'office du tourisme, je fais pas des films pour que les gens viennent en vacances. Hein. Je fais plutôt des films pour que les gens ne venez pas, allez ailleurs, venez pas, franchement. Attendez, non mais j'exagère un peu. Je suis content si on aime l'endroit, ça me fait plaisir. Mais voilà, c'est vrai que c'est toujours dur quand on se dit ah putain c'est beau chez toi. Oui, mais j'y suis pour rien. Il y a des histoires, il y a des gens, voilà, c'est pas que la belle plage et la belle montagne. Mais malgré tout, c'est pas parce que je filme des ronds-points que j'aime pas les ronds-points. Parce qu'on me dit tu veux filmer ce qui est moche, ça me vexe. Non, je filme que ce que je trouve magnifique, y compris des zones d'activité. Je les trouve parce que je les trouve dynamiques, je trouve qu'il y a une voilà, dans les lieux, dans des lieux justement qui ont une beauté compliquée. Je trouve que c'est à la fois plus dynamique et 1000 fois plus poétique que nous montrer à quel point voilà. Et donc c'est important Puis c'est l'endroit aujourd'hui tel qu'il est. Mais cette question effectivement du choix de faire ce film à l'endroit même où ça s'est passé. Pas la scène même, mais la question s'est posée de déterritorialiser le film, pas le faire où je l'ai fait à Porto Vecchio, mais ailleurs en Corse, quoi. Et il m'a semblé évident qu'il fallait que je le fasse là, avec des personnes qui étaient liées de façon indirecte à ce qui s'était passé, de le faire ensemble et de se poser les questions ensemble. C'était une façon pour moi de dire ok, je fais ça, je vais faire de la fiction avec, et je sais que c'est complexe et même limite, mais on va le faire le plus sérieusement possible. On va le faire le plus sérieusement possible et le plus voilà, en se posant les questions, et avec les jeunes gens qui jouent dans le film étaient vraiment eux connectés à cette histoire. Pour eux, c'était complexe parce que ils avaient des rapports avec la famille, mais tout ça a fait que ça a parlé, ils ont parlé, ça a circulé. Donc c'est tout le processus qui mène à la scène, à représenter ça, que moi qui pose des questions morales, éthiques, mais avec lesquelles on a tenté de dialoguer, d'affronter ça. En tout cas, il n'y a pas un moment où on ne se les ait pas posées, ces questions-là. On y répond plus ou moins bien. C'est pas à moi de dire si je réponds bien, c'est plutôt à ceux qui ont été touchés directement. Mais le film a à voir avec une mémoire de ce qui s'est passé, des personnes, des lieux, et une pas mémoire collective, une mémoire collective. Oui, voilà, ça a à voir avec ça, et que pour ça, il fallait le faire avec des voilà. Bon. Donc c'est tout ce qui a précédé, et toutes les discussions avec les acteurs qui a précédé ces scènes-là qui ont été importantes, et pour eux c'était aussi c'était important. Et après ça posait la question de comment on représente ces scènes qui sont un peu dures et traumatiques. C'est-à-dire que tu fais pas on fait pas des films pour faire mourir les gens une deuxième fois, et on fait pas les films, enfin en tout cas moi je fais pas les films non plus pour jouer le rôle des policiers, des juges, ou ni même des journalistes. C'est pas ma question. Donc comment on fait? Parce qu'à partir du moment où on représente des personnes qui tuent quelqu'un d'autre, comment tu fais pour pas exonérer de quelque chose qui s'est passé sans pour autant dénoncer, de dire il ne s'agissait pas de faire un film, c'est toujours délicat, parce qu'il ne faut pas faire des films qui servent dans un procès éventuel, parce que ça arrive souvent. Tu dis ouais, mais regardez, le film montre bien comme jamais de la vie on a envie de faire un truc pareil. C'est pas par contre de dire voilà comment moment après moment la chose peut se passer. C'est là aussi peut-être le regard d'acteur que j'ai été ou que je suis m'aide beaucoup,
de dire, voilà, il y a 4 personnes, il y a une scène, il y en a 3 qui en emmènent un en guet-apens, en belle, comme on dit, et à la fin, ils vont le tuer. Comment ça se passe? C'est à la fois, et la solution qu'on a, c'est pas la solution, mais ce qu'on a trouvé à force de réfléchir physiquement à la scène, à essayer de la mettre en scène, c'était que c'est à la fois prémédité et pas prémédité. Prémédité, donc, à circonstance aggravante devant la justice, même si au moment où on fait le film, la justice est passée, enfin, il n'y a plus d'enjeu vraiment de ce côté-là. Mais, bon, de dire, c'est à la fois prémédité, emmener quelqu'un dans un guet-apens, le chercher, avec un fusil à l'arrière, c'est un peu compliqué pour dire, non, la situation est dérapée. Mais, bah si. C'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il le cherche pendant une nuit, et on dit, il tombe sur lui à la fin de la nuit, comme si s'ils n'étaient pas tombés sur lui à la fin de la nuit, ils auraient renoncé à leur projet macabre, mais ils tombent sur lui, ils vont au bout de leur projet, et c'est vraiment voilà, on s'est dit, et quand on voit moment après moment ce qui se passe, on se dit, mais évidemment, il n'y a pas de moyen que ça ne se passe pas, mais ce n'est pas non plus des tueurs chevronnés, et totalement froids, et voilà. Et c'est pas des solutions préalables, c'est pas des solutions de scénario, ça, avant. C'est une solution physique qui passe par le travail de répétition avec les acteurs. On va passer la parole au public pour des questions. Bien. Bonjour, merci. Moi, j'avais une question. Alors, je suis peut-être un peu biaisée, mais il y a quelque chose qui m'intrigue pas mal dans vos films. Je pense que je suis biaisée parce que là, aujourd'hui, je suis à la résidence, mais j'ai pris pas mal de cours de théâtre. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué en particulier dans À son image, mais je soupçonne que c'est présent dans les autres films aussi. J'ai vu Les Apaches, et voilà. C'est le rapport à la tragédie. Et en particulier, quand elle s'inscrit dans le quotidien, dans le réel. Et j'ai l'impression que dans À son image, c'est comme si la tragédie, c'était quelque chose à atteindre et qu'on peut seulement frôler. Et que, elle a un rapport hyper étrange. Le personnage féminin, après ça, j'imagine que c'est Ferrari plutôt qui en est responsable. Mais elle parle tout le temps du manque de tragédie, du manque de tragique, etc. Et je me demandais quel était votre rapport à vous. Peut-être aussi Jeanne Aptekman à l'écriture. Voilà. Ok. Non, moi j'ai l'impression, en tout cas sur son rapport à la tragédie, il y avait quelque chose qui nous touchait beaucoup sur ce personnage de quelqu'un qui est aussi quelque chose sur les autres personnages du film, de gens qui ont l'impression d'être un peu à la porte de leur destin, quoi. Elle, en tant que photographe, eux finalement ils prennent les choses à bras le corps, mais on leur renvoie toujours, la vie leur renvoie toujours que finalement il reste des petits voyous, et qu'il y a ce truc-là d'être à la marge de la vie, à la marge de l'histoire, à la marge de l'art, à la marge de plein de choses, qui était un truc qui nous touchait beaucoup, et qui est aussi un truc en tout cas de moi, comment j'ai vécu ma jeunesse, de ce sentiment qu'on a envie de faire des choses, et que c'est comme si le monde n'était jamais complètement à la hauteur de ce qu'on voulait faire, où nous, on n'arrive pas à être au bon endroit, on a toujours envie d'être bon. Et donc ça, il y avait quelque chose qui nous intéressait. Et sur le rapport aussi à la tragédie manquée, c'est quand même en gros toujours ce autour de quoi on tourne. C'est-à-dire qu'évidemment, les enjeux, ils sont toujours très forts parce qu'on prend au sérieux les personnages comme des gens, et que tout ce qu'ils vivent, c'est des enjeux de vie et de mort, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et en même temps, il y a toujours une espèce de façon, aussi dans le fait de les prendre au sérieux, qui est que ces enjeux, ils sont avant tout c'est toujours des choses très concrètes, et finalement du coup un peu triviales, et que j'ai l'impression que cette question de la trivialité, en tout cas pour Thierry, c'est un truc très central, et pour moi aussi dans l'écriture, il y a cette idée que c'est jamais des choses abstraites, en fait, ça s'incarne toujours dans des petites choses, et qu'il y a toujours un mouvement entre ces deux pôles qui crée l'importance et la beauté de la vie, et la beauté des choses et l'émotion, et que c'est toujours dans cet écart, quoi.
Non, la tragédie, c'est vrai que bon, je le prends à la fois la question de la tragédie comme un genre, quoi. Aussi, c'est un genre, la comédie en est le fantastique, donc, et qu'elle permet d'explorer aussi, elle est un bon prétexte pour la tragédie pour aussi parler d'autres choses, quoi. Des choses plus petites, moins tragiques, justement, et ça permet c'est un contenant dans lequel on peut mettre des choses très intimes, des choses. C'était ça qu'on testait aussi dans son image. Après, ça vient peut-être. Je suis toujours aussi tiraillé entre deux choses sur cette question du tragique et ça vient certainement d'une dualité que je peux avoir en me sentant de deux territoires, c'est-à-dire la Corse et la France, entre guillemets, c'est-à-dire deux cultures totalement différentes, même si elles se sont fondues l'une dans l'autre, mais c'est vraiment quelque chose que je ressens profondément, et je ne suis pas le seul à le ressentir, et notamment cette dualité, ces questions que je me pose, je me les suis posées à partir du moment où je suis venu étudier pour être acteur à Paris, et où je me suis rendu compte que finalement, je venais d'un endroit qui avait, entre autres choses, entre plein d'autres choses, mais en tout cas, c'est pour répondre à la question du tragique. Je pourrais répondre à cette question sur d'autres plans, mais sur la question de la violence, par exemple, je me suis rendu compte en étant à Paris que qu'il y avait quelque chose de tout à fait étonnant, quoi, et spécifique. Le rapport en tout cas, à la mort aussi. À la mort, dans lequel, en tout cas, les gens de ma génération ont été depuis l'enfance. Le rapport aux assassinats, le rapport au meurtre, à la violence politique aussi, mais aux assassinats, en l'occurrence, c'est un truc extrêmement singulier que j'ai eu le plus grand mal à tenter de raconter, en faire le récit aux personnes, à mes amis, proches ou moins proches, sans l'exagérer, sans l'édulcorer. C'est très compliqué. D'ailleurs, on est à fond là-dedans en ce moment aussi. Comment raconter un état de fait sans dire c'est pas grave et sans en même temps dire non mais il n'y a que ça. Non, ça fait partie, mais ce rapport à la violence-là, il n'est pas le même que dans un autre endroit, ça c'est sûr. Mais en même temps, dire ça, à partir de la tragédie, finalement, c'est comme si, c'est un peu gênant parce que ça exonère les questions politiques, culturelles, sociales, post-coloniales. C'est pas que la tragédie, je viens d'un endroit où il y a une réalité tragique. Oui, non mais ok, mais ça vient pas de nulle part. Hein, c'est pas juste les gens sont violents ou les gens. C'est pas. Voilà, c'est à mettre en tension cette question de la tragédie avec le réel, avec le lieu, avec le trivial. Mais c'est vrai que comme on fait du cinéma, pas que, mais du cinéma de fiction, entre guillemets, la tragédie donne un contenant, il y a une unité, permet une unité de récit qui est comment dire, qui est à la fois solide et identifiable, quoi. Le récit, il est identifiable à cause de ce cadre-là. Même si dans mes films, pour moi, les films sont très très drôles, hein, mais chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression de raconter, d'être un peu, faire de la provoque, y compris des scènes y compris la scène de meurtre dont tu parlais tout à l'heure. Je sais que c'est difficile de dire ça à ce moment-là, mais c'est tellement n'importe quoi. Personnellement, j'ai pas ri à ce moment-là. Mais elle n'est pas drôle, elle n'est pas évidemment. Elle est grotesque, mais c'est à des moments, c'est pas possible, quoi. Ils sont vraiment débiles ou quoi. Il y a des trucs de conneries qui rendent voilà des choses aussi humaines, quoi. Et il y a les personnages sont dépassés, à des moments dépassés par des forces qu'ils n'identifient pas complètement. Et à des moments, voilà, c'est aussi ça touche. Après, à son image, c'est encore différent parce qu'il y a l'idée d'une tragédie collective, quoi. Et aussi dans la construction, le fait que ça commence par ça sa commence mort, par la de toute fin, façon, forcément, ça
Mais elle-même, elle est très critique vis-à-vis de cette question-là. Et il faut la prendre pour argent comptant. Alors, elle est très sarcastique et très dure et très... quand elle dit ce qui les caractérisait mes amis, justement, c'était précisément l'absence de tragédie. Je la trouve un peu dure. Un peu... ouais, elle est et peut-être que c'est à la fin de son parcours, de sa courte vie, qu'elle remettra un tout petit peu en question la valeur tragique de tout ça, quoi. C'est une façon de donner le tragique, ça donne de la valeur à quelquefois des choses qui, sans ça, seraient juste du contingent ou de l'aléatoire, quoi. C'est un point de vue, hein, la tragédie, en fait. C'est même pas une réalité. On peut dire que c'est tragique et d'autres qui disent oui, bah, c'est la vie, ça arrive. Hein. C'est la vie des êtres humains, c'est de mourir. Donc bon, ok. C'est ce qu'elle dit elle à ce moment-là. Voilà, mais bon, voilà. Bonjour, moi aussi j'ai une question. Je trouvais intéressant cette espèce de dispositif que vous avez mis en place où il y a beaucoup de plans très larges. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait qu'un seul gros plan. Et en fait, dans ce dispositif-là, on a l'impression d'être un peu au travers d'un objectif et d'avoir ces cadres très fixes, très figés. J'ai trouvé que ça mettait une distance vis-à-vis des personnages, vis-à-vis de ce qui se passait chez eux. En tout cas, c'est ce que ça a créé chez moi. Et aussi, j'ai trouvé que ce dispositif-là n'était pas non plus toujours assumé parce que je trouvais qu'il se passait beaucoup de choses dans leur champ. Et des fois, vous alliez quand même le chercher avec des panneaux ou des zooms et qui, je trouvais, racontait pas plus que le plan fixe en lui-même. Du coup, j'étais curieuse de savoir quelle était, comment la photographie, comment vous avez pensé la photographie vis-à-vis du récit. Vous parlez d'à son image ? Oui. Mais vous auriez pas en tête un ou deux plans, par exemple, où justement le... Ça serait un peu dans le prolongement en fait de sa question, parce qu'au contraire, moi, je trouvais que les panoramiques étaient très intéressants. Mais justement, parce que moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est un film qui m'a profondément touché dans l'usage du panneau, justement, que ce soit dans la scène du salon où elle essaie de le photographier, lui qui fuit la caméra et tout, et à l'inverse, d'avoir des plans très serrés, par exemple, dans l'exemple de la prison, ou même au tout début, quoi, quand on voit cette plongée, ce panneau qui la prend, qui va justement à ce soldat et tout ça. Et je trouvais qu'avec d'une certaine manière, on avait l'impression que le panneau se butait à quelque chose. Il était tout le temps essayé, il cherchait quelque chose, mais ça n'arrivait jamais à se fixer sur un cadre fixe. Et c'est ça que je trouvais très puissant, quoi, parce que même à travers les personnages, il y avait toujours cette manière de mettre sur un dispositif qui recherche, qui veut vraiment rentrer dans quelque chose, mais on se frottait toujours à un obstacle. Et j'ai beaucoup pensé à une phrase, parce que je lisais il y a quelque temps de Nuri Bilge-Ceylan, qui parlait de ces films et de ces personnages qui avaient le sentiment que justement leur vie glissait de leurs mains, quoi, quelque chose comme ça. Et justement, dans l'usage du panneau, j'avais ce sentiment-là que dans cette recherche, mais il y avait quand même une vie qui s'échappait des mains comme ça, et je trouvais ça très beau. Donc, à l'inverse de sa question, moi, voilà. Donc, je voulais savoir si c'était intéressant, si c'était pertinent, si c'était recherché ou pas. Voilà. Merci. Alors, c'est intéressant, il faudrait prendre les plans exactement, parce que en tout cas, l'idée de durée, des plans qui inscrivent une temporalité qui soit presque pas coordonnée, mais comment dire, synchrone avec la durée dans laquelle vous regardez le film, pour moi, elle est importante. C'est-à-dire un moment, essayer de travailler sur du présent, en fait, sur du pur présent, sur un non pas du temps réel, mais qu'on ait dans les séquences une impression de la temporalité dans laquelle ça se passe. C'est important pour moi, moment après moment, et dans la totalité du film, de vous faire rentrer dans quelque chose, quoi, dans un rapport au temps particulier qui est le temps du film et des personnages. Pour moi, c'est très important. Et c'est important d'abord comme spectateur, parce que les films qui me touchent le plus et qui m'ont le plus marqué sont aussi... moi, je suis aussi le réalisateur,
spectateur aussi. Et donc ça, c'est quelque chose la question du plan séquence, on va dire, ou de la durée du plan, elle est très importante. Mais c'est des choses qu'on cherche, que je continue de chercher. Voilà, encore une fois, on n'a pas fait tant de films que ça. C'est-à-dire que je suis très fier de parler de vous de cinéma, mais j'ai fait que 4 films. En fait, ça reste quand même, voilà. Ensuite, ça, c'est avec Claire Maton ou José Déhay qui a fait l'image de son image. La question des blocs, que le film avance par blocs et non pas, et qu'il soit le moins découpé possible, en tout cas découpé avec des chants contre chants et avec avec beaucoup de plans dans chaque séquence. Ça, c'est un principe, de la même façon qu'il y a un principe d'utiliser un nombre de focales le plus petit possible, quoi, et avec des focales qui déforment le moins. Voilà. Mais cela dit, on s'interdit rien. Si tout d'un coup on doit utiliser une longue focale à un moment, on va le faire. Si on ne doit pas noter, on va pas noter. Si on doit bouger, on doit bouger. Il faut que ce soit la scène qui guide. Vous parliez des gros plans dans la prison. C'est vrai, mais en fait, pendant le montage, je me suis rendu compte que c'était quasiment le seul, ou en tout cas le premier gros plan d'elle. Je me suis dit, c'est fou. Et c'était pas si volontaire que ça. C'est juste que l'espace dans lequel on tourne la prison, il n'y a pas d'autre solution que de faire un champ contre champ, à moins donc de serrer. On n'a pas d'espace. Donc on essaye toujours avec la directrice de la photographie, que ce soit Claire ou José, de à la fois choisir les lieux dans ce qui nous raconte du récit, mais aussi dans leur dynamique, quoi, et y compris dans leurs contraintes. Plus les lieux contraignent, plus je les trouve intéressants et pratiques pour les attraper et pour déplacer les acteurs dans l'espace. Ensuite, le plan séquence mais la question du hors-champ, évidemment qu'elle est très très importante. Et c'est pour ça que ça rejoint même les scènes du mariage, c'est-à-dire qu'on met en scène le hors-champ, il est presque pas fabriqué après, il est fabriqué. Il est fabriqué, et à partir de la scène qu'on fabrique, l'enterrement notamment, on va décider presque à la dernière minute d'aller choisir tel ou tel axe ou tel ou tel lieu. Mais sur un moment comme la séquence de photographie, par exemple, en tout cas, on ne s'interdit rien. C'est ça que je veux dire. C'est que ce n'est pas dogmatique de dire ça ne bougera pas. On est au 25, on est au 30, jamais de la vie on passera au 50 et encore moins au 75. Ça ne bouge pas. Enfin voilà, tout est à partir du moment où c'est dynamique et c'est ludique. Alors peut-être que je suis d'accord avec vous, ça fait possiblement perdre en pureté et en unité. Mais ce qui est important pour moi, c'est la vie dans le plan. C'est la vie des personnages dans le plan, de les voir, de voir comment ils bougent, de voir qu'est-ce qui rentre dans le plan et qui les modifie en tant qu'acteur, actrice, mais aussi en tant que personnage. Parce que c'est ça aussi, ça rejoint la question du tragique. Le tragique, il est pas donné une fois pour toutes. Le tragique, il est comment il modifie les personnages, comment il modifie leur intime, leur désir, comment... Voilà, et il le modifie avec des petites choses, quoi. Pas forcément... Et ça m'intéresse aussi parce que c'est pas simplement les plans qui sont un peu larges ou des plans séquences, c'est aussi, pareil, qu'est-ce qu'on filme? Est-ce qu'on filme les moments forts ou est-ce qu'on filme les moments faibles? Est-ce qu'on filme après l'événement, avant l'événement ou l'événement? Alors moi, j'ai toujours envie de filmer après ou juste avant, pas forcément l'événement même. C'est là où je dis, ce qui est intéressant, c'est comment ça a modifié quelque chose qui s'est passé de potentiellement tragique, a modifié comment il modifie les groupes d'amis, comment il modifie la parole, comment il modifie le désir même. C'est ça qu'on essaie de capter, des choses plus petites et moins tragiques, justement. Et j'ai l'impression que le plan séquence me permet de le voir. Mais sur À son image, on m'a parlé beaucoup de la distance, qui, moi, ça me trouble, parce que j'ai pas l'impression du tout d'être... Moins que dans les autres films, j'ai l'impression. Sur À son image, t'es plus près des... Ça vient peut-être, ça rejoint aussi, mais parce qu'il n'y a pas qu'une seule raison
pour lesquels les choses sont ce qu'elles sont, je crois, en tout cas au cinéma. Ça rejoint la question des acteurs aussi non professionnels. Mais pas que non professionnels, professionnels aussi, sauf que les professionnels, ils masquent, ils savent masquer quand ils ne sont pas à l'aise. Et les acteurs non professionnels, non. Voilà, tu es bloqué très vite, quoi. Et la caméra un peu plus lointaine te donne beaucoup de liberté en tant qu'acteur. Que si tu es là, comme ça, et puis moi, je ne suis pas du tout dans un truc de caméra qui va scruter. C'est pas mon... Voilà, mais la liberté aussi du panneau, d'un panneau à un moment donné, ou d'un tout petit panneau qui revient, me dit ou me donne aussi... la caméra est indépendante, y compris de ce qui se passe. Alors c'est peut-être pas flagrant à son image, et c'est peut-être que je le dis comme ça, c'est un peu, ça reste une idée, c'est un peu théorique, mais en tout cas c'est ce qu'on se dit avec José et avec Claire souvent. La caméra est indépendante, elle n'est pas obligée d'aller filmer le truc sur les 3-4 prises d'une séquence, c'est 3 plans différents, c'est 3-4 plans différents. On essaie des choses Elle différentes. n'est pas au même endroit, au même moment. Donc ce qui était hors champ dans une prise va devenir dans le champ dans la prise d'après. Tout ça c'est pas écrit, c'est pas Thierry dit pas il faut absolument que quand tel personnage dise ça, il faut qu'il soit hors champ. Ça dépend des scènes, mais en tout cas l'idée c'est que la caméra soit libre et que tout le monde soit le plus libre possible. Le personnage, l'acteur, l'actrice, donc le personnage, la caméra et donc vous, le spectateur. C'est-à-dire que tu as le droit de ne pas regarder, de regarder là plutôt que là, que tu as le droit de continuer le film pendant qu'il est en cours. Tu peux te faire chier, hein, tu peux très bien ne pas avoir envie de ça, mais de dire je continue à construire, à projeter mes propres images mentales sur ce que je vois ou ce que je vois pas. En tout cas, on essaye que tout aille soit dans cette perspective-là. En fait, au final, c'est comme si vous aviez pensé au final la caméra comme un spectateur qui regarde une scène, en fait, au final, mais une scène au sens de on est dans une salle de théâtre et on a le droit de regarder là où on a envie et on a tout l'espace pour poser notre œil. Exactement. Okay. Oui, et moi, je suis le premier spectateur aussi. Et j'adore avoir l'impression que ce qui se passe, même si j'étais pas là. Ça se passe, c'est pas vrai évidemment, mais ça dépend des scènes. La scène de certaines scènes, oui, parce que elles sont lancées, voilà. Mais il y a une scène qui marque beaucoup les gens sur la distance, c'est la scène où ils font le point un petit peu à la fin à son image. Ils sont dans la montagne, là, ils sont venus faire un pique-nique, et là on est tout le temps très large. Ouais. Et là, effectivement, on peut choisir de s'intéresser à tel ou tel personnage. Mais parce que le pathos me terrifie en fait. Le pathos, et souvent cette distance, quand on parle de distance, je me suis rendu compte que c'était pas simplement la question de la place de la caméra vis-à-vis des actrices et des acteurs qu'elle filme, mais c'est aussi comme si, et ça rejoint la question de l'addiction finalement, ça. Je me rends compte que tout soit pas nécessairement intelligible et que tout soit pas non plus sensible. Je veux dire, on m'a dit mais elle est un peu froide. Tu vois, je comprenais pas. Je me dis mais elle est pas le personnage d'Antonia dans son image. Elle est pas dans les grandes effusions de larmes ou de voilà. Non pas qu'elle soit insensible, mais son rapport aux choses, il est celui-là. Il y a pas et c'est donc un rapport aussi à la violence qui est peut-être un peu. Je déteste dire ça, mais je le dis quand même. Peut-être culturelle aussi, c'est-à-dire on n'est pas, elle est pas tétanisée par des choses violentes qui vont lui arriver. Ça ne veut pas dire qu'elle est insensible, mais son rapport, il n'est pas psychologique du tout. Il n'est pas pathos, il n'est pas, voilà, c'est comme ça. Donc ça donne possiblement pour une spectatrice, un spectateur, un sentiment de froideur ou de distance. Or pour moi, c'est pas ça. C'est quasiment anthropologique. C'est pas parce que quelqu'un meurt ou se fait tuer qu'on est obligé de s'arracher les cheveux. Ouais. Malheureusement, on devrait sans doute s'arracher les cheveux, mais quand il y en a eu tellement, on s'arrache plus les cheveux. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même aussi un rapport à la pudeur en général, parce que tu traites les choses de la même façon, qu'elles soient violentes ou pas. Moi, il y a une scène que j'aime beaucoup un plan que j'aime beaucoup dans son image de Antonia qui fait un autoportrait d'elle pour l'envoyer à Pascal qui est en prison.
et elle va un tout petit peu se découvrir, faire un truc un petit peu provocant, mais elle le fait d'1 centimètre. Et moi, je trouve ça beaucoup plus émouvant qu'elle le fasse d'1 centimètre et qu'elle ait un geste un peu pudique et en même temps, elle voudrait faire quelque chose de... Et elle le fait pas complètement. Je trouve ça beaucoup plus bouleversant que si on scrutait quelque chose ou si tout d'un coup, elle enlevait son t-shirt. J'en sais rien. Il y a quelque chose dans cette pudeur-là qui, moi, me touche dans le rapport à l'émotion. Et j'ai l'impression que c'est ce type d'émotion-là aussi que toi, tu racontes, quoi. Oui, c'est vrai, et c'est aussi l'idée de se rendre compte en tant que spectateur des choses en cours. Et c'est des sensations que j'adore, moi, en tant que spectateur. C'est je regarde un film et tout d'un coup, je me mets à comprendre un truc, ou en tout cas, mon regard, il est renouvelé pendant que je suis en train de regarder, quoi, où il est remis à jour. Je suis en train de regarder quelque chose et que je me dis, ah d'accord, mais je me le dis même pas d'ailleurs, ça va trop vite parce que je suis dans le film, et je me dis, ah mais j'avais pas compris que le personnage, c'était... Ah mais il est comme ça aussi. Ah d'accord, ok, bon. J'adore ces sensations-là, en fait, où ça m'est pas ni démontré, ni donné, où tout m'est pas donné dès le départ, et à la fin, tout n'est pas résolu dans une espèce d'épiphanie où le personnage est devenu, je sais pas quoi, un archange voilà. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, donc tâchons de faire formel, rapide, simple, straight to the point. Alors bonjour, moi j'ai une question un peu plus technique pour Martin Bosso. C'est concernant la scène de Fête au village à son image du coup. Du coup, si j'ai bien compris, il y a vraiment un dispositif de Fête au village qui a été mis en place. Et, tu parles du concert? Oui, le concert de chanteurs traditionnels, ouais. Exactement. Et du coup, je m'interrogeais sur quelle est la part de son direct qu'on utilise au final dans le film sur ce genre de scène. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier pour capturer la musique qu'il y a sur scène? Est-ce que les coups de feu, la foule, les dialogues, comment on réussit à gérer tout ça sur une scène comme ça? Alors là, il y a 2 recorders, il y a 2 enregistreurs. Il y a le mien qui s'intéresse à la comédie, c'est-à-dire ce que les comédiens disent quand on les voit picoler, boire ensemble à la buvette. Ça, c'est pour attraper la comédie, c'est moi qui le gère. Et il y a un 2e enregistreur qui est à côté de la table de mixage du type qui fait le son du concert, qui reprend toutes les lignes techniques, tous les micros du concert en direct. Et sur ce 2e recorder, on met aussi un LCR, un micro stéréo, voilà, que tu connais, LCR, qui lui va prendre toute la foule, c'est-à-dire tous les gens qui chantent, les gens qui applaudissent, les gens qui chantent et les coups de feu aussi. Et après, voilà, au mixage, Stéphane Thiebaud fait le mélange de tout ça pour avoir. Mais a priori, moi, j'étais pas là au doublage, mais je pense pas qu'il y ait énormément de choses enfin, en tout cas, de ce qui participe de la musique et de la foule et des coups de feu, il n'y a rien qui a été doublé. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été refaites sur les voix. En synchro, beaucoup. Oui, sur cette scène-là. Mais des petits micro-trucs, pas des trucs parce qu'on n'entend pas des dialogues, mais des cris, des machins. En premier plan, quasiment tout, en fait. Voilà, mais tout ce qui est le concert, la foule, la musique, tout ça, bien sûr, ça vient du direct. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette... c'était hyper intéressant. Moi, j'ai une question pour vous, Jeanne Abtekman et Thierry de Peretti. Je ne sais plus si vous l'avez dit au début, mais est-ce que, Jeanne, vous êtes de Corse ou pas du tout? Et du coup, comment est-ce que vous travaillez sur des films qui sont autant ancrés dans une culture locale? Et si vous pouvez parler un petit peu en général de votre travail de collaboration, comment vous vous répartissez l'écriture, etc. Je ne suis pas corse. Non, mais en fait, on s'est rencontrés sur le film français de Thierry, donc c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans la boucle. Et parce que j'étais parisienne et que c'était un film parisien, du coup, ça marchait. Et après, à force, en tout cas, donc évidemment, j'ai pas du tout cette connaissance intime de ce que c'est de vivre, de grandir dans un territoire et tout ça. Par contre, c'est vrai que je me suis quand même pas mal imprégnée de tout ce qui est l'histoire politique, de tous les enjeux moraux et politiques. Voilà, en tout cas, j'essaye d'être sensible au fait que tout ça est toujours mis en jeu par ce qu'on raconte mais bon, comme je le ferais à peu près sur n'importe quel autre territoire. C'est-à-dire que de toute façon, quand on parle d'un endroit, on essaye d'être au moins attentif à ce qu'on ne sait pas et aller le chercher, quoi. Et après, sur comment on travaille, par rapport à ce que je disais avant sur les plans séquences, il y a quand même un rapport qui est un tout petit peu
similaire dans l'écriture, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup par bloc. En fait, on divise souvent les films en gros blocs d'écriture qu'on met beaucoup de temps finalement à séparer et qu'on essaye de séparer, vraiment faire comme des grosses ellipses, ou pas petites, mais en tout cas des vraies ellipses, des vraies coupures entre différents blocs qui forment des tout, qu'on travaille ensuite en profondeur, en gros, en étant de plus en plus détaillé, en étant de plus en plus précis sur ces blocs. Et ensuite, on se les répartit, on les écrit, on les échange, on les réécrit, on les rééchange, et après, on travaille aussi avec des comédiens, on voit ce que ça donne, et voilà. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai qu'on essaie d'écrire aussi un film qui donne l'impression dès l'écriture qu'il s'invente en cours. Donc, c'était le principe d'Enquête sur un scandale d'État. C'était aussi, on essaie de trouver des principes sur Enquête. C'était l'idée d'utiliser des sources qui soient les auditions, les interviews, les procès-verbaux comme la matière même du film, et surtout des enregistrements des vraies personnes avec qui on passait du temps. Et de construire un scénario qui se tienne un peu à partir d'un matériau comme ça, à la fois réel, mais un matériau très là aussi déjà médiatisé. Ouais. Et je pense qu'il y a toujours aussi cette idée quand tu dis de choses qui s'écrivent en cours de route et qui sont en train de se faire, c'est vraiment cette idée-là de ne pas être dans une logique de scénario avec une résolution, par exemple. L'idée qu'un film, ce serait l'histoire d'un personnage qui se transforme, j'ai l'impression que c'est vraiment jamais ce qui nous intéresse. Que ce qui nous intéresse éventuellement, c'est comment notre regard se précise sur les personnages et les situations. C'était vraiment très clair comme démarche sur Enquête, parce que c'est la question que se posent même les personnages. C'est comment, à force de creuser de manière un peu de manière complètement obsessionnelle, ils ont une connaissance de plus en plus complexe et nuancée et précise, mais pas forcément de plus en plus nette pour autant. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc-là de couches qui s'ajoutent, et que dans la façon dont on écrit, c'est toujours un petit peu ça qui se joue. Donc ces couches, elles s'ajoutent temporellement, elles s'ajoutent parce qu'on voit d'autres endroits, et elles décalent notre regard. Et en tout cas, elles donnent la possibilité de choisir aussi où on pose notre regard, comme dans le plan, quoi. Ouais, ce qui est le grand plaisir de l'écriture ensemble, et la grande difficulté aussi, parce que c'est comme si le film est sans fin, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait écrire très longtemps, et voilà. Mais en tout cas, ce que tu dis sur l'idée que bon, c'est voilà, qu'on fasse en sorte que notre regard à nous qui écrivons, et plus tard le regard du spectateur, évolue au fur et à mesure du film qu'il regarde, et pas forcément l'inverse, parce qu'on nous force beaucoup aujourd'hui à faire évoluer les personnages. Quand même la grande doxa, ah oui, mais le personnage évolue pas assez. Nous, on n'est pas du tout. Qui évolue dans la vraie Voilà, vie. c'est ça. Aussi, les personnages évoluent. Si, forcément, on évolue tous, machin. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tout d'un coup, on a ce que je disais, en tant que spectateur, on voit qu'à la fin du film, on voit pas ce qu'on nous a montré. On a un peu nos préjugés, sont plus les mêmes, voire on n'en a plus. Bon. Ouais, ou en tout cas, ils sont rendus plus complexes par d'autres aspects qui ne sont pas gommés, mais que les choses, au contraire, s'additionnent sans que ça veuille dire qu'il y a eu de transformation. Il y a juste eu une compréhension plus fine. Et ça implique, pour les personnages notamment, d'accepter que les personnages soient de mauvaise foi, que les personnages se contredisent, et qu'au contraire, c'est tout ça qui va faire que les personnages sont intéressants, qu'on s'y attache, qu'on les comprend, et pour le coup qu'il y a quelque chose de réel, quoi. Oui, bonjour, merci. Du coup, vous parlez d'intégrer votre équipe le plus tôt possible dans le processus de fabrication du film, et vous avez à cœur du coup de vraiment partager votre point de vue et la vision du film avec tous les membres de l'équipe. Je me demandais tout à l'heure, Martin Boisseau, vous disiez que auprès de Thierry de Peretti, vous aviez appris du coup à accepter, par exemple, de ne pas tuer la rue pour tourner une
scène dans la rue, par exemple. Je me demandais, Thierry de Peretti, si vous pouviez nous partager une anecdote de tournage, ou en tout cas ce que vous auriez appris de vos chefs de poste ou des membres de votre équipe technique. La liste elle est longue, alors là vraiment. Non mais je peux. Peut-être un élément marquant, un dernier élément marquant qui vous vient. Ou... Ça serait. Alors comme ça. Non mais j'ai la grande chance de travailler avec des techniciens, enfin des artistes comme Martin, comme José Déhay, qui sont vraiment très forts. C'est pas pour vanter quoi que ce soit, mais surtout qui ont une expérience. Quand on fait des films, on fait un film. Enfin, moi, j'ai un film tous les 3 ans. Donc, en fait, et non, mais comment dire il faudrait que je réfléchisse un peu comment. Mais avec Martin, on a commencé ensemble. J'ai fait mon premier court-métrage avec José Déhay et Martin. Et la scène de concert dont on parlait, le premier court-métrage, il était sur cette place-là. Et c'est déjà c'était une scène de fête, de concert, donc il y a 25 ans. Donc moi, je ne savais rien du tout, de rien, de techniquement. Donc voilà, ils sont. J'ai l'impression, en tout cas, que les personnes avec qui je travaille, comme Martin, comme José, Claire et Jeanne aussi, mais sur le plateau. Comme Barbara Canal qui est première assistante mise en scène, comme Thomas Bacchieni, il me pousse beaucoup en fait. Et c'est surtout ça en fait. J'ai l'impression qu'il me pousse beaucoup de temps en temps à aller. Je me sens, voilà, à des moments en sécurité, ce qui me permet d'oser certains trucs, ou au contraire, il me pousse à, voilà, il me désinhibe sur certaines hésitations, notamment techniques ou de voilà. C'est vrai qu'avec Martin, tout est simple, y compris des cas de figure extrêmement complexes où on se dit bon, comment je vais faire. La scène de concert dont tu parles, on a l'impression que ça se fait comme ça. Ouais, il y a 3 micros, mais c'est quand même très 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 compliqué quoi, parce qu'il y a 1000 personnes, il y a du dialogue, on arrête. Enfin, il y a un concert en même temps. Enfin, c'est quand même des coups de feu. Il y a des vrais coups. Enfin, voilà, il y a des coups de feu, ça tire. Ouais. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que voilà, il y a un moment dans sa carrière, moi quand je suis jeune technicien, frais moulu de l'école, avec tous les principes qu'on a appris à l'école, on sait qu'on est un peu dogmatique. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et on a cette tendance-là sur les plateaux, parfois à dire ah ben voilà, le réalisateur dit bah, tiens, j'aimerais bien faire les choses comme ça. Et on a tendance à dire non. On dira bah non, c'est pas possible, c'est trop, voilà, il y a trop de bruit ambiant, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Et en fait, voilà, apprendre, mûrir dans le métier, c'est apprendre à plus jamais dire non finalement. C'est apprendre à dire oui au metteur en scène quand il dit voilà, j'ai une idée, j'aimerais bien qu'on fasse comme ça. Et ben oui, ok, d'accord, ouais, j'entends ça, mais de pas se crisper sur sa première impression en disant merde, il est en train de demander un truc complètement impossible, je vais jamais y arriver. Bah si, on va y arriver. Il faut chercher, il faut réfléchir à des façons de faire qui sont pas forcément dogmatiques, qui obligent effectivement à déconstruire ce qu'on a appris à l'école, mais qui permettent d'aller vers le désir du réalisateur et donc finalement de réussir le truc, quoi. Jeanne Aptekman doit partir. Elle a un train et nous, on va peut-être prendre une dernière question. S'arrêter là, on s'arrête là. On la remercie en tout cas. Merci à tous et à toutes. On peut tous les deux poser. Juste sur la direction d'acteur. Sur la direction d'acteur, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous faites pendant les répétitions bah voilà. Et est-ce qu'il y a des choses, et pendant le tournage, est-ce qu'il y a aussi sur la direction d'acteur, est-ce qu'il y a des choses que vous ne faites pas dans votre manière de diriger les acteurs et la dernière chose, c'est est-ce qu'on peut avoir un lien pour voir vos courts-métrages? Est-ce que quoi? Est-ce qu'on peut voir vos courts-métrages? Est-ce qu'on peut avoir un lien pour voir vos courts-métrages? Ah oui, il n'y en a pas beaucoup, mais oui. Ok. Voilà. Oui, carrément. C'est des questions pareilles. En fait, il faudrait regarder scène par scène parce qu'il y a des scènes qui demandent une préparation très particulière. Il y a des scènes où maintenant, que je disais, je confie beaucoup de choses aux acteurs
en préparation. Je leur demande, voilà, sur telle scène, j'aimerais bien que tu aies travaillé sur telle ou telle chose. Donc, des exemples précis. Est-ce que vous avez des exemples un peu précis de... L'exemple le plus précis, voilà, c'est Enquête sur un scandale d'État où il y a, et ça, ça va me prendre 20 minutes pour raconter, mais comme il y avait un des lieux importants, un des décors très importants du film, c'est la rédaction du journal Libération. Donc, parce que le personnage principal, qui est inspiré par le journaliste Emmanuel Fansten, qui est un journaliste du département police-justice de Libération, ça se passe là. Ok. Donc, il me laisse venir à Libé pour traîner, pour m'inspirer, pour machin, nanana, et j'assiste donc à ces fameux comités de rédaction. Vous voyez ce que c'est les comités de rédaction? C'est tous les matins dans les journaux, tous les départements se réunissent, politique, société, sport, nanana, et on discute du journal du lendemain, enfin du soir, puisque le jour même, le journal est sorti. Donc on dit demain, voilà, il y a telle affaire de stup, je suis branché avec machin. Ah, demain il y a une manif. Bon, chacun, à tour de rôle, prend la parole pour dire voilà. Et le rédacteur en chef, le directeur de publication dit oui, c'est super. Mais demain, tu veux combien? Il te faut une page ou tu peux le faire en une demi-page? Non, mais là c'est un 2 pages, c'est machin. Donc il y a toute une, à la fois on explique, à la fois il y a de la négo et à la fois ça raconte le monde. Et j'assiste au comité de rédaction, je trouve ça vraiment tellement bien, à la fois ce qui se dit du monde, mais ça remet à jour mes représentations sur le sujet de qu'est-ce que c'est une rédaction d'un grand quotidien à Paris aujourd'hui, qui sont-ils et elles. Je vois la jeunesse des journalistes, je vois comment ils parlent et tout. Ça a à voir avec ce qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire le jeu, les acteurs, quoi. Comment ça se parle, comment ça s'écoute. J'étais très étonné de la douceur de chacun, même s'ils se disputent de temps en temps, mais par rapport aux représentations que j'avais, moi, du cinéma, où autour de la table, tout le monde gueule, se dispute. Et là, c'était vraiment de l'expertise de chacun des journalistes. J'étais là, mais je disais, je veux ça, en fait. Je veux ça. Je veux vraiment, dans le film, avoir exactement ça. 40 minutes de comité de rédaction entier, et en fait, c'est le film. Il y a le monde entier rentre, et c'est autour d'une table, dans un bureau du 15e arrondissement, fin fond du 15e arrondissement et tout, quoi. Je veux ça. Comment on fait pour avoir ça? Alors, et ça, c'est des discussions que je mène très vite avec Claire Maton, avec Jeanne, avec comment on fait, quoi. Donc, il faut qu'on trouve le bon... quand je dis je veux ça, je dis je veux cette vérité-là exactement. Mais je veux pas que ce soit des journalistes. Je fais pas un documentaire, c'est vraiment... Il faut que la fiction, elle rentre par le corps des actrices et des acteurs. Je veux que ce soit des actrices, des acteurs, ou il y a des metteurs en scène aussi. Je veux pas que ce soit un faux vrai truc. Non, je veux vraiment que ce soit des actrices et des acteurs qui arrivent à faire ce travail-là. Donc comment on fait? Comment on fait? Qui va jouer? Donc ça a des enjeux de casting. Qui est capable de jouer ça? Ce niveau-là de prise de parole, de langage. Est-ce que j'écris exactement à un comité de rédaction, ou au contraire, ça va participer... Enfin, c'est de l'improvisation. Or, c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas de l'improvisation, c'est très préparé, mais c'est pas écrit à la virgule près. C'est-à-dire que d'abord, on a réuni la troupe d'actrices et d'acteurs. La plupart qui sont dans le comité de rédaction, c'est des actrices et acteurs qui ont un rapport au plateau, à la scène. C'est des actrices et des acteurs non seulement de théâtre, mais qui ont une habitude de la création au théâtre en collectif, ils ont un rapport aux écritures de plateau très fort, donc ils savent travailler seuls de manière indépendante. Donc je réunis ce groupe-là et ensuite on distribue qui va jouer quoi. Antonia, elle prend le département politique. Et Appio Marmaille et Alexis Maninti, qui sont les personnages du film principaux, et qu'il faut injecter, ils ont eux du texte pour le coup à dire qui est lié à l'intrigue du film. Donc on distribue les rôles, les départements de chacun, et on dit voilà comment on va faire. Je veux que ce soit un plan séquence, donc il n'y aura pas de coupe. Donc il faut trouver le dispositif à la caméra pour ça. Avec Claire Maton, comment on fait? Parce qu'on fait 2 caméras très vite. Avec Claire, comme avec José, la question des 2 caméras, elle est très vite évacuée parce que ça nous intéresse pas. On dit on veut trouver un point de vue le plus fort possible. Donc on cherche comment on va faire, quoi. Comment on a opté pour un principe de rail circulaire qui fait quasiment la totalité de la table, quoi, qui est très très longue. Et avec les acteurs, je leur ai demandé de préparer 2 journaux.
un journal qui existait. Je ne sais plus lequel on a pris, peut-être c'est la période du film, le 12 mars 2015. Allez, prenons celui-là. Martin, il fait politique, moi je fais culture, Nicolas fait police-justice. On regarde ce qu'il y a dedans et je dis, ah bon d'accord, moi en politique, je suis censé avoir écrit ça le lendemain. Mais pendant le comité de rédaction, je ne l'ai pas encore écrit. Donc ce qu'il faut, c'est que je le vende à ma rédaction, ce qui est écrit. Tu vois ce que je veux dire? On fait comme si on dépliait ou on déconstruisait le journal. Donc tout le monde dans son département a préparé ça. Ils ont travaillé ensemble, sans moi. Et aussi, on fait un deuxième journal qui est plus écrit, on va dire, parce qu'on prend des sujets qui m'intéressent un peu plus que le journal du 12 mars. On en prend deux. On disait, dans la journée de tournage de ce comité de rédaction, on a 2 journaux à faire et à chaque fois, c'est des plans séquences de 40-50 minutes. Donc, comment on fait le risque avec Claire, par exemple, c'est de se dire, mais la table, elle est tellement longue et en plus, je veux pas de mouvement nerveux, je veux pas de trucs à l'épaule, de machin, nanana, je veux qu'il y ait une grande suavité des mouvements. Et on se dit, ouais, mais comment on fait si je suis en train de filmer là, alors que ça se passe, qu'il y a un truc super important qui se passe là-bas. Si tu veux pas que je fasse ça, le temps que j'y aille, le truc, il est là-bas, c'est mort, c'est fini, quoi. Donc, on se dit, comment on va faire? La seule façon de faire, c'est d'être suffisamment concentrés ensemble pour savoir, pour rien louper. Et puis se dire que si on loupe des choses, c'est pas grave, parce que de toute façon, tout est bien, en fait. Tout est tellement bien, l'écoute, elle est bien, celui qui parle pas, c'est bien. C'est comme si on faisait un truc là sur vous, de toute façon, c'est bien partout, quoi. Donc, évidemment qu'on a envie d'avoir celui qui prend la parole, parce que voilà, on ne peut pas être en permanence dans le off et hors champ, donc, mais on se fait confiance. Et les acteurs ont travaillé, donc ils arrivent, c'est performatif, ils arrivent le jour du tournage, ils savent qu'il y a très peu de prises, que quand on rentre, quand on active le truc pour 40 minutes, tu as intérêt à être super concentré, parce que voilà, quand tu vas prendre la parole, et puis il faut interagir quand même un peu avec les autres. Donc voilà. Et ça a demandé plusieurs semaines de prépa, c'est-à-dire de choisir qui peut jouer quoi, que tout le monde prépare ce comité de rédaction. Et avec Claire, on croit, au moment où on tourne, et ça c'est avec les acteurs, on y croit tous, qu'il va avoir 40 minutes dans le film. Même si on sait que ça va être compliqué. Mais si on n'y croit pas à ce moment-là, si on ne se dit pas, les 40 minutes, ça va déchirer, et ça va être... À un moment donné, le film va commencer comme ça. C'est 40 minutes de comité de rédaction. Ah oui, j'y croyais. Je me disais, mais c'est dément, on commence comme ça. Et il y a un côté Wiseman un peu, tu vois. Et la question du monde de l'époque, elle est réglée. C'est en 40 minutes, on a le monde. Enfin, on a les questions politiques, étrangères, machin, nanana. Et c'est trop bien à suivre. Bon, après... voilà, c'est compliqué parce que voilà, malgré tout, on fait des films. C'est ça la tension entre ce genre de liberté qu'on s'autorise et au final, il faut quand même. C'est difficile aujourd'hui qu'on autorise un film de 4h30. On peut, c'est possible, hein, mais c'est des combats. Voilà. Et il y en avait sur ce film tellement à mener que les 40 minutes. Voilà. Et puis, le montage impose aussi d'autres lois. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais voilà, sur cette scène-là, particulièrement, voilà ce qu'on a fait. Mais sur d'autres scènes du film, ce n'était pas du tout le travail avec les acteurs et les actrices, était très différent. Voilà. On arrive à la fin de cette rencontre. Merci beaucoup. Merci Thierry, merci Martin.